Charente-Maritime et partout dans le monde, c'est sur www.onradio.com. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. Dans la matinale, avant de venir à la radio, nos animateurs, ils mangent un enfant, un tourne-disque et une Twingo. Ils font un don de polo Lacoste à la Fondation des Sans-Abris. Voilà, cadeau. Ils sauvent une femme enceinte de la noyade, invitent une famille de sans-papiers dans un grand resto et ils offrent des fleurs à leur belle-mère. Et ouais, la matinale, c'est sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h, 12h. Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Et oui, on en fait des choses en Air Radio en cette nouvelle année 2024, comme chaque année en fait. Oui, non, c'est incroyable. On sauve tellement de gens, ça n'a rien à voir avec le Flash Info qu'on a juste avant. Non, c'est vrai. C'est le jour et la nuit. Nous, on les tue pas, on les sauve, nous. Contrairement aux mecs du Flash Info. Ouais. On me voit en sacré gros plan, on a dit. J'ai changé, je n'aime pas ça. C'est un microcosmos, ça va lui rentrer. Bon, aujourd'hui on a pas mal de choses à dire, on est vraiment en complet, il y a beaucoup de choses au programme. Déjà je commence cette matinale, on fait un gros coucou à Manu qui doit nous regarder dans le live, on pense fort à toi Manu. On va recevoir aujourd'hui Batipro Formation dans quelques minutes pour la première interview de l'année. On aura l'occasion de parler donc d'une nouvelle formation dans le BTP. Et on retrouvera, Max, comme d'habitude, ta chronique. Tu nous parleras de quoi aujourd'hui ? Je vais parler du catch, mais hardcore cette fois-ci. Oh, c'est hardcore. Ah oui. Ça va là, signer. faut s'accrocher. Oh là là, ça va envoyer des grosses... Là, déjà qu'on est strike par WWE, là, je pense qu'on s'est viré de Twitch. Oui, mais non, peut-être pas maintenant quand même. Dis donc, elle est vachement bien là, la caméra. On va l'appeler la caméra posturale. Ça permet de voir que toi, redresser un peu le dos là, c'est bien. Est-ce que on se tient bien C'est bien. Ça va, je me vois pas donc j'ai rien à me dire. De toute façon, t'es bossu. Moi, je suis- voilà. Oh le bombé. Willy, tu nous parleras de quoi aujourd'hui ? Alors, je vais faire un petit segment sur quelque chose dont on n'a pas abordé, c'est les collecteurs et en particulier les figurines, parce qu'il y a plein de gens qui sont fans de ça, des figurines collecteurs qu'on trouve dans les magasins de bande dessinée, etc. Mais celle-là, on va traiter sur deux studios un peu particuliers, dont un qui est un véritable artisan de la 3D et des figurines. Vous allez voir ça. Ismaël, bonne année aussi à Ismaël, qu'on n'avait pas vu merci. ces 2 premières semaines. bonne année à vous aussi. Moi je vais parler aujourd'hui d'actualité musique, surtout musique électro principalement, et on va voir la petite bande-annonce d'un film sorti hier, dont j'en dis pas plus. Je connais le titre. Bah ouais, mais toi t'as triché. Moi j'ai tout Ouais, sur t'as OBS. tout lu. Et puis il y a Dorian Sans qui spoiler, nous poste depuis quelques semaines. Donc toi ta chronique elle est encore en préparation. Ouais. On aura l'occasion de découvrir ce que c'est peut-être dans 2 semaines à peu près. Le coup de pression. Le coup de pression. Alors Dans quand 2 la semaines semaine prochaine. Ouais. Voilà. Ouais mais je suis tout seul à la faire donc c'est pour ça que c'est long. Bah nous aussi. Ou sinon, moi, je découvre. tu l'écris et puis à la fin du live tu nous la fais. Non mais c'est bien parce qu'il l'a fait. Voilà, il laisse pas. Voilà, il passe pas devais par la faire ChatGPT pendant les pour la vacances, faire. mais- Donc c'est Ouais, bien. ça aussi, ça c'est très Voilà, bien. en c'est effet. bien. Je devais le faire pendant les vacances mais je me suis dit allez les vacances quand même je vais profiter. Et voilà. Ça y est. Oui, c'est les vacances de Noël, c'est les plus compliquées pour se reposer. Là, c'est jeune, hein, vraiment. Pas facile. On a Un fait- peu Michel on Sardou a là fait par la même, contre. hein. Oui, mais toujours. Toujours. Alors, pour cette année, on va déjà parler des actualités de la mission locale. Donc, vendredi 19 janvier à 14h à la mission locale de Rochefort, vous pourrez retrouver le traditionnel Boost Emploi afin de booster votre recherche d'emploi et découvrir les différents canaux de recrutement. Un atelier qui plaît également beaucoup ici à la mission locale, c'est le coin cuisine. Ça aura lieu le 26 janvier de 10h à 14h, cette fois-ci à l'espace jeune, au quartier de la Gélinerie. C'est à côté du local de la compagnie Pyramide, pour ceux qui connaissent, Ouais. à Rochefort. C'est complet. Et c'est complet. Et c'est complet. Mais on vous en parle quand même. Comme parce à chaque que, fois, d'ailleurs. on Bah a- oui, parce que ça reviendra au mois de mars après. parce qu'il est victime de son succès, cet atelier. Donc, peut-être que vous l'avez déjà fait si vous nous écoutez, mais ça permet de donner des conseils et des astuces pour bien se nourrir à peu de frais, de cuisiner des produits simples à petit prix, avec à la clé, à la fin, un repas partagé. Et aussi, je voulais vous parler d'une action qui aura lieu à la fin du mois, c'est le rallye des assos. Donc autour d'un café, vous pourrez venir échanger sur le bénévolat. Qu'est-ce que le bénévolat ? Qu'est-ce que son utilité ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la générosité. Et ce sera l'occasion de découvrir différentes associations comme l'association Emmaüs basée à Saint-Aignan, la recyclerie du sport, les restaurants du cœur. Et la mission locale, ça aura lieu le 30 et le 31 janvier de 14h
à 17h pour le World Café qu'on organise. Et de 8h30 à 17h30, toute la journée, il y aura donc ce fameux Ouais, c'est ça. rallye des Ouais, assos. le 30, ça discute, etc. Ça c'est des échanges. Et le 31, c'est on part tous. Je dis on parce que je vais faire chauffeur, entre autres. Enfin, ouais, je serai pas tout seul. Mettez votre Et ceinture. on est parti à la découverte C'est un rallye, en plus, des rallyes, des associations, etc. Comme on peut faire avec un rallye des entreprises où on fait des visites avec les bénévoles qui sont là pour accueillir les jeunes et leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est que leur travail au quotidien. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler pendant l'action, puisqu'on recevra également des personnes qui nous parleront du rallye des associations à la fin du mois et aussi en début février, des jeunes en l'occurrence, et puis les associations dont je viens de vous parler. Bon, comme chaque début de matinale, on a la l'habitude vache. de parler du Oh. top album Oh. et du top single. Pas possible ça. C'est pas Dieu possible ça. L'éternelle question, mais qui est numéro 1 cette semaine Alors en album là, Bon, un rappeur encore, je pense, hein, mais voilà. Mais les noms, on les retient pas, c'est ça le souci à chaque fois. C'est un ouais, rappeur, Ouais. Ouais, je sais pas, je crois que le cerveau ne veut pas les retenir. Est-ce que c'est un Marseillais? c'est un Marseillais, Est-ce que c'est Jules? c'est Jul. Pourquoi il a sorti belle. encore un truc là? Je sais pas, c'est le seul nom qui me vient Alors, à l'esprit. c'est son dernier album, sachant qu'il a déjà annoncé un nouvel album. Putain, c'est Son- des boomerangs les mecs. ouais. Allez, hop, c'est reparti. Il a C'est annoncé, l'usine, en vrai. donc là, son album sorti en décembre qui s'appelle La route est longue est actuellement encore numéro 1. Ah oui. Effectivement. C'était donc si je dis pas de bêtises, son 29e album. Et là, il va sortir Décennie, qui est non pas son 10e, mais son 30e album. C'est fait par ChatGPT de toute façon. attends, je pense qu'on oui, peut le dire. À Ah, ce mais- rythme-là. 30 Alors, c'est son 30e album, mais il y a combien de musique à chaque fois? Il y en a que 2 ou 3, parce que Ah le non. mec, ça fait. Non, il y en a une dizaine, hein, au moins, je Ah non, pense. Ouais, mais ça fait c'est à peine que 15 ans, même moins, qu'il fait de la musique. Tu peux pas faire 30 albums en 15 ans. Bah, Bah, tu Disons. sais, à partir du moment où tu règles un peu la voix, Ouais, mais bon. c'est pas trop. ça Faut fait, y trouver des. Ouais, quoi que non. ça doit faire 10 ans, puisque l'album s'appelle Oui, ça fait un Décennie, moment. donc, Ça fait un petit moment, lui. Il a commencé il y a un bon moment là déjà. Oui, il s'est fait Ouais. il est vraiment connu depuis Quoique non, une plus, ouais. dizaine d'années. Après, il Ouais. était Ouais. plus en indépendant, on va dire, Ouais. même s'il a son propre label. Et détrompez-vous, car à chaque fois, Jul sort beaucoup de musique dans ses albums. Il y en a une vingtaine, par exemple, dans La route est longue. Je crois même qu'il y en a 22, 23, un truc comme ça. Donc il y en a beaucoup. C'est Après, pour ça. bon, il enchaîne. Il fait, je vais pas dire une musique par jour, mais c'est Bon, pas loin, vraiment quoi. un Ouais, rythme. il est connu pour faire vraiment, enfin, pour être très prolifique Ouais, c'est ça. et hyper productif en fait. Ouais. C'est après lui, il vit pour ça, hein, de toute façon. Sans être fan de ce qu'il fait comme musique, je reconnais quand même que le gars est hyper passionné par ça et Ouais. il est très Mhm. fort. Ah, ils ont pas tous le même niveau de production. De toute façon, les Oui. les artistes, il y en a qui Ouais. mettent énormément de temps à écrire Oui, des albums. Je vais prendre un exemple tout bête. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on disait Laurent Voulzy, Oh, la la vache. Souchon, ça mettait 15 ans, quoi. Oui, même Parce plus. que des c'était fois, hein. très long à produire. Puis il y en a, ça débite, hein, même, même sans faire du rap, hein, des chanteurs folk, etc. Pop, pardon. Ça va assez vite, quoi. Je crois que Taylor Swift, par exemple, Ouais. fait partie des gens qui quand même, ont une écriture assez aisée, quoi. Ouais. Voilà. Oui, Ça c'est se vrai. tarit peut-être Ouais. avec le temps, mais en tout cas. Oui. Bah après, il y a les ressorties d'albums, donc Ouais. comme c'est des trucs La réédition. enregistrés, mais qui ont toujours un peu l'inspiration par rapport à ça, quoi. donc il est actuellement en numéro 1 et son prochain album sortira, je crois, dans quelques jours, à vrai dire. Et il se pourrait qu'il fasse une date au Stade de France, c'est la rumeur qui court en ce moment. D'accord. Je pense que c'est possible parce qu'il avait Oui. réussi à remplir le Le parc vélodrome hein, aussi. Hein. des, le parc des le Le Parc des vélodrome. Princes, c'est le ouais. vélodrome, ouais. C'est Le Parc l'étape- des Princes, je sais même pas s'il l'a fait. Non, c'est d'ailleurs, je Vélodrome. crois Ça pas, serait c'est bizarre Vélodrome. parce que en tant que Oui, gros fan c'est de pour l'OM, ça. il serait PKS et je pense. Je pense que C'est c'est le vélodrome. J'y pensais. Mais c'est l'étape d'après, hein, de toute façon, donc c'est logique. oui. Numéro 2, c'est encore des rappeurs, c'est Oh la Gazzo et Tiakola avec Encore le Mélo et Gangs. Mais c'est incroyable depuis le temps qu'ils y sont, quoi. J'ai l'impression Mais que ça fait des mois et ça des fait mois et deux des ans, mois. il, C'est- il cartonne aussi. Hein. Ouais. Bah les deux, hein, donc forcément, Ouais. ça marche très bien. C'est leur 22e semaine dans le top, mine de rien. La vache. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Et ensuite, on repart avec de la pop. C'est Vianney qui est numéro 3 avec A2, A3. C'est une nouvelle entrée cette semaine. Et c'est pas chier pour le titre, mais à 2 à 3. bien. A2, de l'autre A3. côté, c'est Après, bon. ce sera Ça A3, pourrait être A4. un titre de rap. Hein. Générateur Ouais, c'est aléatoire vrai, de hein. titres, hein, c'est pas. Oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux Bah, que la route est longue non plus. Hein. Oui, là, Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Il s'est pas fait chier non plus, le numéro 4, parce que son numéro c'est 24, c'est le titre de la Ah, chanson. ouais. Ah bah super. Voilà. C'est le loto. Avec la piste jus, la Ouais. fève. Et le numéro complémentaire Non, c'est le nom de Ça, c'est l'album, toujours ça. pardon, Ah, d'accord. c'est pas le nom Ah, la du vache. single. C'est le nom de l'album. Ça me fait penser à Adele qui met le Oui, son c'est vrai âge. qu'il y avait ça aussi. Ouais. Numéro 5, c'est Hood Volume 1, un morceau de Hoodie qui est un numéro 5. Puis ensuite, bon, je vais pas continuer parce que c'est des artistes qu'on a depuis très longtemps, Werenoi, Nio, Florent Pagny, donc on les retrouve dans le top depuis quelques temps. Ouais. Et pour le top single, est-ce que ça change? Roulement de tambour, suspense. Oh la vache. Non. Il n'y a Ouais, aucun quel suspense. Est-ce que vous vous rappelez du numéro 1 du coup en Non. top single? Si je vous dis Youngeli.
Ouais. Mais encore moins. Petit. Petit génie. Petit génie, ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc lui, c'est pareil, il est numéro 1, il était Je numéro 1 pensais la à semaine Petit dernière. Papa Noël, mais très c'est très pas ça. longtemps. Rien à voir. Non, mais à force de le dire, tu vois, j'ai fini par l'enregistrer celui-là. Oui, à force, oui. Ils mettent pas depuis combien de temps il est dans le top, mais Ah, j'ai ça fait l'impression super que ça fait une longtemps. éternité. Mais oui, enfin, Ouais, ça fait très très longtemps. même moi, il y a 5 semaines, la il était déjà, matinale, ouais. il était déjà là. J'ai rentré au collège, il y était déjà. On était même pas nés que. Numéro 2, c'est Flashback de Favé. Numéro 3, Sinoestas de Inigo Quintero. Oh la vache, c'est quoi ces noms? Numéro 4, c'est Que Black qui prend la 4e position avec Laisse-moi. J'ai l'impression que j'ai fait tomber mes lettres au Scrabble des fois. Ouais, c'est vrai. Hein. Des oui, trucs c'est vrai Ikea, que- des fois, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Que Black. Numéro 5, c'est Dajou et Taïk pour I Love You. Bon, je connais un peu plus, ouais. La cover est très jolie, ça fait une espèce d'arbre avec le soleil et la lune en icône et c'est plutôt pas mal. J'aurais pas imaginé que ça. J'aurais pas imaginé ce style de musique avec ce style de pochette, mais voilà. Puis après, c'est Soul King Casanova numéro 6. On a Jul qui est en 7ème position. Il a pas mal de musique de son dernier album dans le top, Jul, mine de rien, vu qu'il a fait pas mal de collabs aussi. Et ma foi, voilà pour ce top, hein, comme à chaque fois, c'est C'est un franc succès. très- Je pense qu'on peut dire c'est un franc succès. Et puis Oui. beaucoup d'enthousiasme toujours. Hein. Toujours. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et on se retrouve pour une nouvelle interview en ce début d'année avec Batipro Formation. J'ai même préparé des visuels pour l'occasion. J'ai tout prévu. Oh, si c'est pas beau, On a ça, pas mal franchement. travaillé pour la préparation du live. Donc, on vous a déjà reçu l'année dernière, à la même période, je me Oui, rappelle, bonjour. c'était en janvier. Donc bonjour à tous les deux. Donc on reçoit Alexis Dapoigny et David Vincent. Donc vous êtes tous les deux donc directeurs et formateurs au sein de Batipro. Vous allez nous présenter aujourd'hui le nouveau titre professionnel technicien d'études du bâtiment en dessin de projet à Rochefort, qui aura lieu du 5 février au 20 novembre 2024. Vous pouvez voir d'ailleurs le visuel sur Twitch. Vous êtes basé à Libourne, mais également à Langon, au bassin d'Arcachon, à l'Espar-Médoc et aussi à Blayais. J'espère que je prononce bien. Saint-André de Cubzac. Comment Saint-André de Cubzac, exactement. Saint-André de Cubzac, Ouais. d'accord. Eh bien aujourd'hui, donc, nous allons parler de cette nouvelle formation. Donc, comment présenteriez-vous Batipro Formation depuis sa création ? Quelles sont vos valeurs ? Quelle est rapidement votre histoire ? Alors je vais commencer par l'histoire. Donc bonjour à tous. Donc je suis Alexis Dapoigny, je suis le directeur du centre de formation. On a créé Batipro en 2009 suite à une demande locale parce qu'il n'y avait rien qui existait entre Bergerac et Bordeaux pour vous situer un peu géographiquement. Donc on a lancé ce projet, on a démarré avec 4 stagiaires en maçonnerie et puis finalement on s'est développé petit à petit en répondant à des marchés publics de la région de Nouvelle-Aquitaine parce qu'il faut savoir que c'est la région qui est porteur de la formation professionnelle en Aquitaine. Voilà, avec le Fonds social européen exactement. Et puis on a lancé des nouvelles formations dans le second œuvre, etc. Et puis en 2015, on a ouvert une nouvelle formation qui est technicien études bâtiment, dessin de projet, qui sont des assistants d'architectes. Mais David, qui est à côté de moi, vous en dira beaucoup plus sur cette formation que moi, puisque c'est vraiment le spécialiste de cette formation. Voilà, et puis on s'est développé, on a ouvert plusieurs antennes en Gironde, et puis on a vu qu'il y avait un potentiel aussi en Charente-Maritime, donc on a décidé de répondre à un appel de la région pour ouvrir une formation à Rochefort. Donc on a démarré l'année dernière en 2023 cette formation avec une équipe de 10 personnes. Où il y a eu sur 10 personnes 9 qualifiés et un qui a eu un module sur 2, donc c'est une réussite. Voilà, et nos valeurs, c'est vraiment accueillir tout public à partir de 16 ans jusqu'à... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Voilà, on accueille aussi bien des demandeurs d'emploi que des jeunes, des adultes en reconversion professionnelle aussi. Nous proposons aussi l'alternance sous forme d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Voilà, donc on a un champ vraiment très large de la formation professionnelle. Mais je laisse peut-être David présenter le reste. Parce que justement, quel est le rôle d'un technicien d'études en bâtiment en dessin de projet ? Bonjour à tous. Alors le premier rôle, ça va être d'accompagner un architecte ou un maître d'œuvre dans la réalisation de projets.
et de suivi de projet. Donc ça va de l'étude de faisabilité pour voir ce qui est possible de faire sur un terrain. Ensuite, nous allons faire des permis de construire, donc toutes les demandes d'urbanisme, de façon à ce que les mairies puissent accepter le projet. Ensuite, il faudra faire tous les plans techniques, donc en phase DCE, consultation d'entreprise, maîtrise, et éventuellement faire du suivi de chantier. Voilà pour les principales missions. D'accord. Et à travers, est-ce que vous pourriez donner plus de détails sur les modules que l'on retrouve dans cette formation ? Oui. Alors nous avons 6 modules principaux. Le premier, on va apprendre aux stagiaires les bases et les fondamentaux du dessin et représentation graphique, puisque les plans sont constitués de symboles, de différents types de traits qui ont chacun leur propre définition. Des cours de perspective, des cours de croquis, puisqu'il est important de maîtriser un petit peu la visio-spatiale et des dessins techniques, les croquis à la main. Nous enchaînerons sur l'apprentissage de 2 logiciels, donc un logiciel de dessin en 2 dimensions et le logiciel principal qui suivra sur tout le long de la formation, qui est Archicad. C'est un logiciel qui intègre le process BIM, Building Information Modeling, qui permet de réaliser une maquette numérique en 3D, à partir de laquelle on va pouvoir tirer toutes les informations du projet, à commencer par les plans, coupes, façades, qui seront générés automatiquement. Nous pourrons également demander des informations de surface, d'éléments techniques, les différents murs porteurs, etc. Ensuite, nous allons aborder la technologie du bâtiment. Donc, première partie, la partie gros œuvres, les fondations, murs, dalles, poteaux, poutres, savoir ce qu'il existe, les différentes techniques de mise en œuvre. Troisième module, nous allons aborder la technologie du bâtiment, mais pour le second œuvre finition, à savoir tout ce qui va être cloison, menuiserie intérieure, sol, faux plafond, avec bien entendu les maîtres quantitatifs. Le module suivant, ça va être le contexte du projet, donc la réalisation d'un état des lieux d'un bâtiment existant, suivi des cours de permis de construire, demande d'urbanisme, de façon à ce que les stagiaires puissent faire une étude de faisabilité et une demande d'urbanisme. L'avant-dernier module, ça va être les normes et représentations en neuf et en existant pour s'assurer de réaliser un projet conforme aux règles et normes en vigueur, à commencer par l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la sécurité incendie, les normes d'acoustique et bien entendu tout ce qui est lié au développement durable, donc l'isolation et les différentes normes à respecter pour construire un bâtiment. Et le dernier module qui sera pratiqué donc tout au long de la formation, ce sera la pratique d'Archicad, donc le logiciel qui intègre le process BIM. Et les stagiaires mettront en œuvre tout leur savoir et connaissances qu'on leur a transmis pour mettre en forme et synthétiser les différents plans. Donc ça demande beaucoup de rigueur tout ça. Oui. J'imagine que c'est l'une des qualités attendues et justement, quels sont les prérequis pour accéder à la formation dans un premier temps et les compétences et les qualités que vous attendez particulièrement pour une personne qui veut s'inscrire ? Alors, les principales qualités et prérequis vont être déjà la rigueur, l'organisation, savoir lire, écrire le français correctement, puisqu'il y a énormément de textes officiels à lire pour respecter ces normes et réglementations. La recherche, l'analyse, la synthèse, donc ça ce sont les 3 points clés. Savoir où aller chercher les informations, s'assurer que ce sont bien les normes et réglementations qui sont en vigueur et à jour, les synthétiser soit par des plans, soit par des croquis, ou alors des pièces écrites qui feront l'objet en fait d'études de la part des différentes mairies et services instructeurs. Et je rajouterai une très grande motivation. Une Oui. très grande motivation, Voilà. toujours. La priorité des priorités. En Ouais. effet, ouais. On le redit jamais assez. Ouais. Et juste aussi, pour ce qui est des... Vous avez un module sur des compétences transversales, c'est bien ça ?
Exactement, donc en compétences transversales, bien évidemment, on va parler de tout ce qui est laïcité, respect des autres et de soi-même. Donc ça, c'est un des fondamentaux qui nous est cher. Compétences transversales, nous allons aussi travailler avec les stagiaires pour les aider à rechercher un emploi. Mise en forme de CV, mise en forme de lettres de motivation, technique de recherche d'emploi qui leur sera utile pour trouver des stages. Donc ça, nous les accompagnons dès la formation puisqu'ils auront 2 stages en entreprise à trouver et à réaliser. Ces compétences seront du coup utiles pour la fin de la formation, pour la mise en emploi en suivant. Ce qui est très important en effet parce qu'on ne se sent pas directement lancé dans le monde hostile de l'emploi quelque part, on se sent accompagné et ça c'est quelque chose qui est important à souligner mine de rien. Oui. Oui, c'est important. On a un autre module aussi transverse, c'est le développement durable qui va être vu tout le long de la formation puisqu'on travaille beaucoup avec des partenaires justement qui sont spécialisés là-dedans sur tout ce qui est matériaux biosourcés, etc. Donc toutes les nouvelles méthodes écologique, voilà, et c'est primordial dans cette formation, sachant que voilà, c'est l'avenir de demain du bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres débouchés possibles, étant donné la spécificité de cette formation ? Oui, alors en termes de débouchés, bien, on peut commencer à travailler dans une agence d'architecture en tant que dessinateur ou collaborateur. Auquel cas on sera amené à faire les missions que je vous ai décrites en préambule. Il est possible aussi de travailler chez des maîtres d'œuvre, des entreprises générales du bâtiment, des constructeurs de maisons individuelles, mais également des entreprises générales du bâtiment qui auront besoin de faire des plans, éventuellement des demandes de permis de construire, mais aussi tous les plans techniques, les métrés, les chiffrages. Nous avons également certains stagiaires qui arrivent à intégrer une territoriale, soit dans une DDTM, soit au service d'instruction de permis de construire, par exemple. D'accord. Je tiens à le souligner aussi parce que des fois certains jeunes pourraient se dire ah oui mais c'est tellement spécifique dans un domaine que peut-être que du coup je ne peux pas avoir de chance alors qu'en fait non, pas du tout. Non. C'est très important d'être spécialisé et ça nous permet déjà d'avoir de bases solides dans tout le reste, ce qui nous permet d'avoir une certaine... Oui, vous vouliez dire ? Et une ouverture en fait de possibilités d'emploi. On a également la possibilité de faire une poursuite d'études ou de formation ou de se spécialiser donc, sur une formation de BIM modeler, collaborateur BIM et voilà. BIM manager. On peut également se perfectionner ou se former sur un lot en particulier, du VRD, de l'électricité, de façon à intégrer un bureau d'études par exemple. Alors, oui. Oui, pardon. L'objectif quand même final de la formation, c'est important, c'est quand même de valider un diplôme. Et donc c'est en vue d'un titre professionnel. Si j'ai 2 minutes pour expliquer ce que c'est qu'un titre professionnel, contrairement à un CAP ou un bac. Voilà, les titres professionnels sont délivrés par le ministère du Travail. Donc vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau CAP, niveau bac plus 2, etc. Les CAP, BAC sont délivrés par le ministère de l'Éducation nationale. Et voilà, donc nous on propose là un titre professionnel du ministère du Travail niveau bac. C'est important. D'accord. Donc c'est un diplôme comme un bac, c'est exactement la même valeur qu'un bac. On a un petit diplôme à la fin bleu, voilà. Je crois qu'il est bleu, je suis daltonien, mais je crois qu'il est bleu. Je suis daltonien aussi. Voilà, donc un petit diplôme bleu, voilà, et c'est reconnu et délivré par le ministère. Donc c'est important de le préciser. Voilà. D'accord. Pour s'inscrire à la formation, je suis en tant que jeune, comment je procède ? Je vous contacte Alors déjà, nous on est disponible par téléphone pour échanger de vive voix. Je donnerai les coordonnées tout à l'heure. On peut aller voir son conseiller mission locale, France Travail, anciennement Pôle Emploi, Cap Emploi aussi. Cap Emploi pour les travailleurs reconnus handicapés. Voilà, et donc on peut se faire prescrire sur la formation à travers son conseiller. On peut aller aussi sur un site pour s'auto-prescrire, donc s'inscrire soi-même. Et le site c'est C comme la lettre C, ma formation, _6, NA comme Nouvelle-Aquitaine.fr.
J'ai remis le visuel de la formation. Vous pourrez retrouver en tout cas le numéro de téléphone. Le téléphone, voilà. Et vous nous envoyez un mail sur formation@batipro33.fr. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? C'est une formation qui est passionnante, qui est très complète, très dense. Et même si c'est du niveau 4, on a de grandes opportunités de trouver de l'emploi dès la sortie de la formation. Donc ça, c'est un point qui est à souligner. Et comme tous les métiers du bâtiment, c'est un métier de cœur. C'est un métier de cœur et puis le bâtiment est en pleine évolution. Donc c'est passionnant. Et moi, je dis qu'il n'y a plus qu'à oser. En effet. N'hésitez merci. pas à nous contacter. Nous répondrons à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup à vous. Avoir invité. Pour rappel, vous retrouverez cette interview sur Spotify, sur les réseaux, également en vidéo sur Instagram, en Reel, également sur LinkedIn. La chronique de Max. La chronique de Max. Max. Au passage, génial cette reprise de The Man Who Sold the World de David Bowie par Nirvana. On fait un coucou d'ailleurs à Thibaut qui est en service civique avec nous depuis le début d'année. Il devait faire une chronique avec nous aujourd'hui, mais il n'est pas disponible pour cette émission. Il l'a fait exprès, c'est pour ça. Il l'a fait exprès, mais ça lui laissera plus de temps, donc la prochaine fois, il ne pourra pas se foirer. On lui met la pression sur Dorian. Dans 15 jours, tu ne pourras pas te foirer. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et donc Thibaut, il est pour fermer la parenthèse, il est en service civique avec nous sur le Lab Millennium pendant 9 mois. Donc il aura l'occasion durant le début de sa mission de parler de l'impression 3D, de ce qu'on fait au Lab Millennium, qu'est-ce que c'est qu'une imprimante 3D, qu'est-ce qu'on peut faire avec et quelles sont les évolutions dans ce domaine. Il vous en parlera à partir de la semaine prochaine. Et Max, maintenant, je me tais et je te C'est laisse. à moi. Et c'est parti. Allez. Tu vas encore nous parler d'un en slip, c'est ça? Et ouais, toujours pareil, sauf que lui, il cache pas en slip pour le coup. Ah, d'accord. Il n'est pas en slip, C'est vrai, puisque pas lui, du je vais tout. vous parler de Mick Foley. Mick Foley. Je pense que tu as vite reconnu. Donc lui, il est né le 7 juin 1965. Donc lui, c'est un lutteur professionnel américain. Il est auteur aussi, parce qu'il a fait des livres dans la fin de sa carrière, parce qu'il voulait avoir comme une activité. Il fait aussi des one-man shows. Parce qu'il a eu des problèmes de mémoire, donc ça lui fait travailler sa mémoire. Donc c'est un catcheur à la retraite, très très vite à la retraite, pour des raisons que vous allez vite voir dans les vidéos, puisque c'est quelqu'un qui mettait sa vie en danger à chaque match. Les fils barbelés à la place des cordes. Ouais, fallait y penser à l'époque. Donc il a créé un personnage qui a fait son séjour à la WCW et la ECW de 91 à 96 qui s'appelle donc Cactus Jack. Donc c'est un bagarreur assoiffé de sang, comme on peut le voir ici, où il se bat complètement dans des barbelés. C'est des vrais, c'est pas des faux. C'est vraiment des cordes en barbelés. Il avait créé aussi des sledgehammers avec des barbelés. Enfin, voilà, c'était vraiment. Donc c'est le barbu avec le t-shirt avec le Cactus Jack Wanted sur le. Voilà, c'est pas l'autre. L'autre, Non, c'est Terry Funk aussi, hardcore légende de l'hardcore aussi. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va faire donc la WCW. Je sais pas si tu as connu cette période-là, toi, Willy, dans les débuts des années 90, où il aurait une rivalité contre Vader. Oui. Et le problème, c'est que Vader, personne ne voulait l'affronter, parce que c'est quelqu'un qui était très dangereux, qui blessait ses adversaires, ce que lui, Mick Foley, étant donné que c'est un peu un psychopathe, lui, il s'en fout, il a dit je m'en fous, je vais catcher contre lui. Sauf que dans un match à Berlin, donc en 94, il voudra faire une manœuvre assez spécifique où il voudra se mettre la tête dans les cordes complètement, donc il sera pendu par les cordes, sauf que les cordes étaient trop serrées, le catcheur ne le savait pas parce que d'habitude tu les serres moins bien que ça, et il reste coincé, les arbitres essayent de le décoincer, puis un morceau de son oreille qui va se décoller. Et voilà. Et ça sera à vie, bien sûr, ça sera sa marque de fabrique, où il aura un petit morceau d'oreille complètement arraché. Et moi je ne savais pas, parce que j'ai vu ça en faisant la chronique là, en fin de compte c'est pas à cause de ces cordes là, en fin de compte l'oreille était mise en arrière un petit peu, c'est Vader qui a arraché un morceau d'oreille. Oui. Et ça je le savais pas, tu vois. Ouais. Et lui au début il s'est dit non c'est à cause des cordes, et en voyant un match donc sur le WW Network que je vous recommande, je fais pas de pub pour WW parce qu'il nous strike toutes les vidéos bien sûr, mais non franchement ça vaut le coup, c'est 9,99€ par mois, vous avez tous les matchs donc de la WWE, de la WCW et de la ECW, de la création jusqu'à aujourd'hui, vous avez des podcasts avec Stone Cold qui sont géniaux, vous avez des documentaires, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup pour ceux que ça intéresse. Et donc en voyant ces images là, il avoue avoir effectivement retiré un morceau d'oreille à Cactus Jack, et moi tu vois je ne savais pas cette anecdote là moi. Il a fait du Tyson quoi.
Oui, sauf qu'il a pas mordu, il l'a complètement. Oh là là, tac. non, mais c'était. C'est horrible. Vader était un catcheur qui était réputé pour ça, pour sa violence, etc. Enfin bon, d'un autre côté, le mec, il a presque perdu un œil, il se l'est remis tout seul. Donc bon. Ah, c'est vrai. notre époque, quoi. J'avais vu la vidéo, c'est vrai que c'est bon. Voilà. C'est plus soft maintenant. Hein. Oui. Ensuite, la WWE va virer Cactus Jack parce qu'il est trop dangereux pour ce domaine-là. Ils veulent pas miser sur lui. Donc en 95, il va faire un petit séjour pendant à peu près un an à la ECW. Et on peut le voir dans ce match-là où il va faire un match, donc un dead match, ça s'appelle. Hein. C'est vraiment un match de la mort où c'est un truc de barbelé. Il tombe, il y a des petits explosifs. Quand il tombe dessus, ils se prennent des morceaux d'électricité. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un autre monde. Hein, voilà. C'est un autre monde. C'est la grande guerre, quoi. Oui, parce que t'aimes souffrir, quoi, tu vois. C'est un terrain militaire en fait. Moi, je chiale quand je me coupe avec une feuille de papier, là, t'imagines? Mais lui, il s'assoit carrément sur le barbelé sur la vidéo, je vois. Ça doit être très inconfortable. Ouais, bon, lui, voilà, il a eu de nombreuses blessures. Lui, il sautait sur parce qu'en fin de compte, t'as les tapis à côté du ring pour protéger les adversaires. Lui, il enlevait les tapis, donc c'est complètement du ciment. Lui, il sautait avec une descente du coude, il se déboîtait l'épaule, il était content, quoi. De toute façon, vous allez voir. Hein. Oui, je pense que quand tu vas dérouler, tu vas voir que Mick Foley a laissé des morceaux petit à petit sur le ring. Vous allez voir. Parce que ça empire avec le temps. Ah ouais. Ensuite, on va passer à la deuxième vidéo, Tom, si tu le veux bien, puisque là, on va être à la WWE. Il va se faire recruter par Vince McMahon. Au début, il était pas chaud pour Mick Foley. Il se dit, ouais, bon, c'est son catch hardcore et tout me plaît pas trop. Sauf qu'en fin de compte, il va se rendre compte que c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui va avoir beaucoup d'idées. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il va se rendre compte. Donc, il va créer un personnage du nom de Mankind. L'humanité. Donc en gros, ce personnage-là, c'est vraiment un psychopathe, hein, clairement. C'est-à-dire qu'il est dans les boiler rooms, donc c'est vraiment la salle des moteurs avec des tuyaux. Son meilleur ami, c'est un rat qui s'appelle George. Voilà, à l'époque. Et il est masqué. Il est masqué. Et il faut savoir que ce masque-là, à l'époque, était prévu pour l'Undertaker, parce que Viscera va faire. Il pesait pratiquement 300 kilos à l'époque, et puis il va foncer sur le Taker, et il va se prendre un coup là, et donc il était à deux doigts de faire sortir l'orbite en fin de compte. Donc il aurait un autre masque, mais ce masque-là était prévu de base pour l'Undertaker. Donc voilà, parce qu'en fin de compte, Vince McMahon ne voulait pas qu'on voie le visage de Mick Foley à l'époque. Il voulait pas qu'on le reconnaisse. C'est une autre époque. Et moi, d'ailleurs, quand j'étais gamin, quand j'avais vu des vidéos, je dis mais c'est qui ce Mankind? Je savais pas que c'était Mick Foley. Bah non plus. À toi non plus. Non, j'avais pas fait le lien, mais il changeait un peu sa voix. On voyait pas trop qu'il était barbu à cause du masque. C'est ça. C'était un personnage complètement torturé, sadomaso. C'était un psychopathe et ses promos étaient géniales. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui avait une voix très. Le camouflage était réussi. Ah ouais. Au camouflage réussi. Bon, Mick Foley, c'est quelqu'un qui est excessivement bon au micro, très bon micro. Et là, pour le coup, c'était le cas, parce que tu vois qu'il avait une voix qui faisait un peu peur, une voix très aiguë, un peu un psychopathe. Et d'ailleurs, il se donnait des coups de tout. Enfin, non, mais c'est vrai, parce qu'il y avait des morceaux, il s'arrachait des morceaux de cheveux et tout. C'était vraiment un psychopathe. Il jouait super bien ce personnage-là. Et il va commencer d'ailleurs une très grosse rivalité dès ses débuts, parce que là, il va battre Bob Orley, donc qui est connu sous le nom de Hardcore Orley, vers la fin de sa carrière très facilement. Mais il va sûrement être face à l'Undertaker pour ses premiers matchs. Et c'est la première fois, tu vois, là, il s'arrache complètement les cheveux. Et c'est la première fois que l'Undertaker va avoir peur d'un catcheur à l'époque. Oh mon Dieu. Parce que tu vois que mine de rien, il est quand même imposant, hein, Mankind, quand on le voit. Donc il va tout simplement battre l'Undertaker. C'est l'un des premiers qui va limite le squasher, avec le retour aussi de Paul Bearer qui va le trahir. C'est le coup de l'urne qui va mettre à l'Undertaker. Donc Paul Bearer va trahir l'Undertaker en étant le manager de Mankind. Oui, il faut s'accrocher à un moment donné. Et il avait sa prise de finition qui est un peu particulière. Oui, parce que voilà, il va tout simplement mettre les doigts dans la bouche de la personne afin de l'étouffer. L'étouffer avec les doigts dans la bouche. D'accord. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que donc pendant toute la rivalité, il va battre l'Undertaker, sauf pour le dernier match où l'Undertaker va le battre. Et à un moment donné, on va plus voir Mankind pendant quelques temps. On va plus le voir au micro. Il va faire des promos avec Jim Ross et il va dire tout simplement qu'il aime pas ce personnage-là. En fin de compte, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime bien rigoler. On va s'apercevoir qu'il aime beaucoup la comédie. Il sera beaucoup dans ça à un moment donné. Il va faire des promos où en fin de compte, il va même changer de voix parce que c'est plus Mankind qui parle, mais c'est plus Mick Foley. Et lui, il veut changer absolument de personnage. Donc on va voir ça très prochainement. Je vous laisse découvrir donc la première musique de Mankind qui s'appelle. J'ai pris. Non, mais elle était sur Candy Crush là. Max, j'ai cette musique qui s'appelle Schizophrénique Remix. Voilà, c'est bien ça. C'est le bon titre, oui. C'est le bon titre. Oui, c'est ça. C'est bien celle-ci.
Donc voilà, on peut voir que des fois, j'avais déjà expliqué, la musique est très importante dans le catch, et moi je trouve que cette musique-là va très bien au personnage un peu psychopathe de Mankind. Oui, il arrive à C'est un moitié truc dans le qui fait un peu noir, peur. toujours torturé, comme Voilà. s'il avait peur du jour, Intriguant. c'était un homme Ouais. rat dans un coin qui vient se battre. Ah, c'était ça. C'était vraiment ça. Et bah Voilà. c'est ça, c'est la prise de finition, Et voilà. voilà, Ouais, il c'est étouffe ce que la je voyais. personne. Attends, t'as un truc de coincé, Oli, on va voir. T'as une rage Sauf que- dedans ah, C'est une c'est- petite rage Sauf que dedans. c'est bien dégueulasse pour la première fois en plus d'ailleurs. Hein. Allez, coupe-moi ça, allez, coupe-moi ça, on va mettre la prochaine vidéo. Puisque ça va vite arriver, parce que là, en fin de compte, après ces promos, on va plus voir Mankind, sauf qu'il va changer de personnage. Lui, quand il était gamin, il avait inventé un personnage du nom de Dude Love. Dude Love, c'est un hippie, en fin de compte, proche de Shawn Michaels. Et ce qu'il faut se passer pour la petite anecdote, c'est qu'il parlait avec Shawn Michaels dans les backstage. Et à l'époque, il y avait j'oublie le nom, qui a été à un moment donné le manager de l'Undertaker dans ses débuts, qui a fait Brother Love. C'était, Oui, bah non, je l'ai pas. Mais non. mais il était responsable en gros des jeunes talents, il écrivait les histoires. Il avait entendu cette petite histoire avec Michael, il s'est dit est-ce que tu as cette cassette du coup, parce qu'il a fait une cassette, il dit bah tu me la donnes. Et grâce à ça, il va créer un nouveau personnage. Et là, il va faire ses débuts pour faire équipe avec Stone Cold Steve Austin du nom de Dude Love. Dude Love. Et j'adorais ce personnage, je le trouvais très marrant. C'est là qu'il commence à faire des trucs un peu comiques, etc. C'est l'inverse, vraiment, hein. c'est vraiment un hippie. L'opposé, hein. C'est complètement hippie entre Deux salles, le deux méchant. T'as ambiances. vu le petit morceau d'oreille, on le voit qui est un petit peu qui est un petit peu enlevé. Donc là voilà, c'est vraiment quelqu'un hippie qui est un peu taré d'ailleurs. J'adore comment il appelle Steve Austin. Steve-O, it's me. C'est plus Mankind mais Dude Love, parce qu'il se dit que c'était lui Mankind en fin de compte au début. Puis c'est ton pote Dude Love qui a fait ses débuts pour venir t'aider face à deux catcheurs qui nous a malheureusement quittés, hein, Owen Hart et British Bulldog, sont deux. Owen Hart qui est quand même un gâchis, moi je trouve. Hein. C'est un super catcheur. Donc là on le voit arriver, Stone Cold qui comprend rien. Qui c'est ce mec? Salut. C'est qui ce crétin quoi? Parce qu'il paraît pour un crétin. Tu te dis mais c'est qui ce mec quoi? Et d'ailleurs, ce qui va me faire marrer pendant cette vidéo, c'est qu'il va faire n'importe quoi, il va danser une danse des jambes, et lui il va être derrière, il va se tenir à tête, il va dire mais c'est qui ce guignol quoi? Ouais. Et c'est là que tu vois que les mecs sont, mine de rien, c'est pour ça qu'ils sont acteurs, parce qu'ils jouent super bien quoi. Ouais. C'est quand tu regardes lui, hop, il fait son taré, il dit bonjour, je suis là, hop. Il va voir Austin, il va se mettre juste devant lui. Et là, regarde juste la tête, moi ça m'a toujours fait marrer, la tête d'Austin. Hop, la petite danse. Voilà. Et l'autre, Et l'autre qui se tient la tête, oh là là, qu'est-ce mais que qu'est-ce que c'est que ce bordel? truc quoi? Oh la vache. Et donc ce qui va se passer, c'est que pendant le match, ils vont remporter les titres par équipe, hein, en battant Owen Hart et les British Bulldogs sont de la même famille, hein. Ils étaient cousins, je crois, dans mes souvenirs. Oui, c'est ça. La famille des famille, Hart. ouais. Famille très importante dans le milieu du catch. Et Dude Love, du coup, va rester en équipe quelques temps avec Stone Cold Steve Austin avant que ce dernier se blesse. Il va être également en rivalité avec Triple H, plus connu sur le nom de, à l'époque, Hunter Hearst Helmsley, où c'est vraiment un Français, un monarque français. Mais juste avant, parce qu'il va faire une petite promo qui est très marrante dans la prochaine vidéo, je vous laisse découvrir la musique de Dude Love, et là, franchement, c'est un autre registre. Donc voilà, c'est vraiment un autre registre. Ah bah, c'est carrément l'opposé quoi. C'est carrément, t'entends derrière, c'est carrément un remaster de Staying Alive. Hein. Oui, c'est vraiment, vrai. t'entends C'est les premières Bee Gees, notes. Hein. Ah la vache, c'est horrible. Et on change un peu parce que Et le clip d'ailleurs du petit Antron était catastrophique. Il était tellement cheap, je sais pas si tu te rappelles. Non. Je l'ai pas mis, mais il était très cheap. Tu vois Dude Love en train de voler, tu vois, avec un fond vert bien dégueulasse. Enfin, c'est horrible. Et là, pour la prochaine vidéo, donc là c'est très marrant, vous allez voir, parce que là c'est donc Triple H qui est juste ici. Et là pour la première fois, on va voir Dude Love qui devait arriver en fin de compte. Je sais pas si tu te rappelles de ce segment, j'ai trouvé très marrant. Et c'est ça que tu vois que le jeu d'acteur est à l'époque pour les années 90, parce que là on est en 96, c'est 97 pardon, c'est vraiment très fort ce qu'ils ont fait au niveau de la vidéo. Donc là il se dit je dois affronter Dude Love, donc il doit arriver, parce qu'ils sont en rivalité, sauf que non, il va pas arriver en fin de compte. On va entendre la musique, donc lui il est prêt, c'est un match, donc il y a pas de règles, donc on peut mettre des coups de poubelle, on peut mettre pas mal de choses quoi. Et donc là hop, il est là, il est en train de parler, en train de faire une petite promo pour dire hey, c'est Dude Love et tout, mais tu vas pas m'affronter ce soir, tu vas affronter quelqu'un d'autre. Sauf que là on va voir Mankind arriver, donc là il se dit je vais affronter le psychopathe. En fait non, c'est pas lui, parce qu'ils vont se parler tous les deux, Mankind et Dude Love. Donc c'est pour ça que moi quand j'étais gamin j'ai dit mais c'est pas la même personne en fait. Oui, c'est ça. Sauf que si, tu vas voir, et là c'est très marrant, l'autre il est en train de danser derrière, l'autre il dit mais c'est quoi ce bordel, hop.
il va commencer à parler, on va voir Mankind arriver, sauf que non. Et c'est là que tu vois Triple H va très bien emmener le retour de Cactus Jack, le catcheur qui a créé il va faire ses trois rôles en même temps, quoi. Ouais. Et donc on va voir Cactus Jack et pendant cette vidéo-là, on va voir Triple H vendre super bien le truc pour dire mais il est très inquiété parce que c'est vraiment le psychopathe aussi avant Mankind, c'est la légende hardcore hein, Cactus Jack Mick Foley avait créé et Cactus Jack va remporter ce match-là et il y aura donc une longue rivalité entre ces personnages-là. Et quelques mois après d'ailleurs, au Royal Rumble 98, c'est la première personne, Mick Foley, qui va interpréter ces 3 personnages pendant le match. C'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il va commencer en rentrant en numéro 1. Le Royal Rumble, je le redis, c'est un match. Là, voilà, on peut voir Mankind qui est juste ici, donc les deux sont en train de se parler. C'est un match où il y a 30 personnes et donc on doit les faire passer par-dessus la 3e corde. En fait, c'est ça le but du match. Et donc, Cactus Jack, donc de Mick Foley en Cactus Jack, va entrer en première position et sera vite éliminé. Mankind va entrer en 16e position et enfin, Dude Love va entrer en 28e position. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Le mec, il l'aura fait 3 fois. Hein. Il l'aura fait 3 fois, ouais. C'est jamais arrivé. Hein. Ça sera jamais refait d'ailleurs. Hein. Non. Et par la suite, donc, il va reprendre son rôle de Cactus Jack avec donc la personne qu'on a vu au début. Vous savez que les barbelés avec Terry Funk, ils vont créer une équipe, tous les deux, une équipe bien hardcore, hein, qui vont mettre des coups de poubelle, des coups de chaise un peu partout. Ils vont battre une équipe de la DX, les New Age Outlaw, à WrestleMania en 98 pour devenir donc champion par équipe. Donc là, voilà, c'est là que je disais, c'est très bien emmené. On voit Triple H en train de péter un câble pour dire, bah, c'est Cactus Jack qui arrive. Ouais, sauf c'est le mec du début qu'on avait vu hein, avec les barbelés. Ouais. Ouais. Je trouve que donc elle est longue parce qu'après il vient, il parle longtemps, hein, Foley avec. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, alors bon, elle est longue, hein, mais d'abord c'est le jeu Triple H parce que il est incroyable. Il est effaré et Mick Foley arrive donc sous son costume de Mankind et il parle de plein de choses et à la fin sa voix change, sa voix évolue. Ouais. Et il reprend, c'est pas celle-là, c'est une autre. Et en fait, il change le ton de sa voix. Et c'est impressionnant de voir qu'il passe d'un personnage à un autre. Voilà. C'est dans celle-ci qu'il change la voix parce que l'autre il dit. Et c'est effarant en fait. Il est vivant par une Cactus Jack. Et là, tu vois, il a une voix un peu plus grave. Parce qu'il avait une voix très aiguë, Mankind. Faut dire, il est de retour, et puis il va tout défoncer. Quoi. Voilà. C'est ça. Et un coup de poubelle pour commencer. Alors les fameuses poubelles qui sont en aluminium, hein, donc qui se plient assez facilement quand tu te les prends sur la tête. Faire très mal. Non, mais enfin, je pense que tu peux quand même te choper un petit mot de tête quand tu le prends très mal. Je pense aussi. Mais ça se plie vite. Tu vois, là, comme je disais, il envoie bien, quoi. C'est de l'alu. Tu vois, comme je disais, là, il enlève les tapis, donc là, c'est vraiment du ciment en dessous. Hein. Donc voilà, donc ils vont se jeter là-dessus, donc lui, il avait pas peur de se faire mal. C'est la base des catcheurs d'apprendre à tomber. Hein. Ouais, enfin bon, lui, il tombait. Ouais, allez, c'est bon. Non, mais lui, il tombait comme un gros sac. Hein. C'est vrai, hein. Et lui, il tombait pour se faire mal, hein. C'était un truc de fou. On l'aimait bien. Hein. Et donc lui, donc fin 98, Cactus Jack va redevenir un méchant en attaquant Steve Austin par pure jalousie, hein, parce que Austin va redevenir le gentil en remportant le match contre Shawn Michaels, où j'en ai parlé, où c'était Mike Tyson qui était l'arbitre principal de ce match-là. Donc il aura des matchs contre Austin, sauf qu'Austin va battre Cactus Jack. Et ce qui est bien avec d'avoir plusieurs personnages, c'est-à-dire que Austin a dit bon, c'est bon, j'ai battu Cactus Jack, il a déjà eu sa chance pour le titre, je ne vais plus l'affronter. Sauf qu'il va revenir en Dude Love. Bah oui, parce que le mec a 3 personnages, donc c'est plus facile. Bah oui, c'est un multi-compte en fait. Bah ouais, c'est ça. Donc le mec est tranquille, donc il va revenir en Dude Love. Complètement. Il va perdre en Dude Love cette fois-ci, donc il sera viré par Vince McMahon, mais le lendemain il va revenir en Mankind. Voilà. Mankind qui est schizo, donc de toute façon il y a plusieurs personnalités quoi. Mais Mankind il va vite changer parce que donc il aura une chemise, ouais, juste pour changer, il sera un peu plus humain. C'est un Mankind un peu plus humain, toujours un peu psychopathe mais un peu plus humain. Et donc on va le voir dans la prochaine vidéo où là ça aurait pu être un accident de voiture, hein, le fameux Hill in a Cell au King of the Ring contre l'Undertaker, ce qui va reprendre sa rivalité qu'il avait eu 2 ans auparavant contre l'Undertaker. Et là on va voir, c'est l'un des matchs les plus dangereux où il aurait pu mourir pendant le match. Hein. Ouais. Je tiens à préciser, et il faut savoir. Et voilà. Hop là. Donc lui, il fait une chute. Voilà. Donc, que je la regarde. Poum, sur la table. Regardez, voilà, pomme. Une chute de 4,9 mètres. 4,9. Donc 4,9 m, pardon. Voilà. Donc voilà, donc il se pète l'épaule, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il revient, il est content, il remonte sur au haut de la cage. Et là, ce qui va se passer, c'était pas du tout prévu. Ça, c'était pas prévu. Hein. C'est-à-dire que normalement, il devait faire un chokeslam, donc retomber sur la cage, sauf que dès qu'il marchait, déjà, il y avait des fils qui commençaient à tomber. Cassé, ouais. Et donc là, il tombe, c'est pareil, hein, c'est donc là à 4 mètres à peu près. Donc là, c'était pas du tout prévu avec la chaise qui retombe là-dessus. On va voir pendant le match qu'en plus, Mankind va avoir 2 dents pétées. Une dent qui va être collée au niveau du nez. Et d'ailleurs, bon, ils mettent pas, mais l'image est folle, elle est trop marrante. Donc, non, mais tu vois qu'elle rend super bien parce que même lui, il rigole quoi. Hop, les petites punaises aussi, tiens, ça tombe sur le voilà, ça en finit par le mec. Je rappelle qu'il est déjà tombé de 5 mètres tout à l'heure. Allez, terminé. Sur la tête. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça chez vous. Et pour le coup, il a failli vraiment mourir sur le coup. Et en plus un an après, malheureusement, ça sera la mort de Owen Hart dans à peu près les mêmes circonstances. Il tomberait un peu plus haut. Oui, plus haut. Mais là, c'était vraiment un accident. Mais il est tombé sur les cordes, Owen Hart. Ouais. Là, il a insisté quand même pour revenir et tout.
tout. Ouais. Ah non, mais le hardcore, Et ce qu'il c'est faut impensable. ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il répète les matchs, bien sûr. Et donc, Mick Foley a dit, il était jaloux parce qu'il voulait faire le premier Cette Hell in a Cell. Ah oui. Il avait dit à l'Undertaker, Faut pas se rater, là. faut que tu me balances. Et lui, il a dit, non, je veux pas te balancer, t'es taré ou quoi? Et pendant au moins 2 mois, il a harcelé pour dire, non, faut que tu me balances. Et à force, il a dit, bon, tu me fais chier, je vais te balancer. C'est lui qui demandait en plus. Ouais, c'est lui qui demandait pour que ce soit Et par spectaculaire. contre, et quand tu le vois, en fin de compte, une fois qu'il balance, l'Undertaker il bouge pas parce qu'il est paniqué pour dire mais est-ce qu'il bouge encore en fait. Ouais. Parce que la chute à l'époque elle est violente. Et quand tu regardes le catch donc, dans les années 2000, milieu des années 2000 où t'as le générique, t'as toujours cette image là parce que c'est une image très marquante. C'est vrai, ouais. Ouais, tout C'est le une temps. image très marquante où tu le vois l'autre en train de tomber. Quoi. Parce qu'il tombe sur la table des commentateurs en fait. Ouais. Donc c'est une table en bois, elles sont conçues pour être démontées à partir du moment où tu tapes dessus, Ouais, mais mais il là, n'y a tu pas un tapes- matelas en dessous quoi. Là, C'est c'est- vraiment du ça bois amortit quoi. pas. Non mais là tu tombes de pratiquement 5 mètres quoi. Hein. C'est un truc de fou quoi. Et donc C'est un étage et demi quand même. oui, c'est ça. Voilà. je pense que Ah, oui. bah oui, bien sûr. Et pendant ce match-là, donc après, on va plus le voir, ce qui est un peu logique. Hein, parce que bien sûr, on va plus le voir, mais Il va tu être peux, plâtré. on va plus le voir. Tu peux mettre donc la 6ème vidéo Tom, puisque là, on va voir Mick Foley. Et ben, il va aller à l'hôpital voir Vince McMahon. Ça, c'est très marrant. J'ai pas mis jusqu'au bout, est-ce que c'est Austin où il démonte. Oui, c'est et Austin, puis, oui. après, Il fait un lavement, je crois. Voilà. Et après, ça sera Peggy 18, donc Je faut pas. rappelle que c'est le chef de la WWE. Hein. Voilà. Et donc Mick Foley, donc on sait pas trop, il est un peu gentil, il fait un peu de la comédie, donc il est marrant, etc. Donc il donne des petits cadeaux à Vince McMahon, donc une mode de chocolat avec le plus de la moitié qui ont été bouffés pour dire tiens je l'ai mangé mais c'est comme pour toi. Il va venir avec un clown, mais il va surtout inventer quelque chose. Mick Foley il va inventer une marionnette qui s'appellera Mr. Soko. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le truc là, c'était à l'époque une blague qu'avait fait Al Snow à Mick Foley pour dire faut que tu fasses ça au patron. Et le truc, ça va devenir mais cultissime. C'est-à-dire que le lendemain, tu auras des pancartes Mr. Soko. C'est-à-dire c'est devenu un truc incroyable. Tout le monde voulait avoir une marionnette chaussette. Parce que c'est Monsieur une Chaussette. Voilà. Et grâce à ça, Mick Foley va avoir une grosse popularité. Va aller savoir pourquoi, grâce à une chaussette. Ouais. Il va avoir une grosse popularité. Donc là, on le voit, tu vois, il a mis. C'est toujours la même tenue que quand il était en marron avec le masque, sauf que là, il a mis une chemise, hein, voilà, Ouais, avec une petite cravate. Ça fait très ACDC, hein, comme C'est vrai, collier, hein, un peu. Ou un peu Nirvana aussi, Qui tu vois, rappelle, c'était ouais. un peu comme ça, quoi. Et donc là, hop, il donne les petits cadeaux, voilà, tout le monde est content. Et puis le lendemain, tout le monde veut revoir Mr. Soko. Donc ce qui va se passer, c'est que Mr. Soko, donc, il va mettre la chaussette à sa main, puis ça va faire en même temps sa prise de finition. C'est-à-dire que là, c'est une chaussette qui va prendre, qui est un peu dans son pied, donc qui pue un peu. Voilà. Et pour la mettre dans la au fond bouche. de la gorge Le fameux de. combo des trucs dans la bouche, mais avec une vieille chaussette usagée. Voilà. C'est horrible. C'est horrible. Et le truc, Dégueulasse. et ce qui est le plus dingue, c'est que grâce à ça, bon là il ramène le clown pour dire ah, tiens à Vince McMahon pour que ce soit plus content, mais surtout grâce à ça, c'est dire que Mick Foley va devenir l'un des catcheurs les plus populaires à ce moment-là. C'est un truc de dingue. Et ce qui va se passer, c'est que grâce à ça, et il aura des opportunités pour devenir champion de la WWE face à The Avec Rock. une chaussette. Grâce à la The Rock. chaussette, hein. Grâce à la chaussette, c'est un truc de dingue. Alors ce qui va se passer, bien entendu, The Rock va à chaque fois gruger pour gagner, donc il va perdre tous ses matchs. Mais à un moment donné, il aura comme une opportunité pour un match qui sera très important dans l'histoire du catch américain et surtout pour sa carrière à Mick Foley. Ça sera dans la prochaine vidéo. Donc tu la mets pas maintenant parce que j'explique tout le déroulement, parce que je vous laisse le son, parce que c'est très important. Il y aura la plus grosse pop de tous les temps avec Stone Cold Steve Austin. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Mick Foley est trop populaire, donc il faut qu'on lui donne. Voilà, ça c'est la Mr. fameuse Soko. marionnette à Mr. Soko. Et les mecs sont morts de rire, quoi. C'est un truc de dingue. Et donc, grâce à ça, il aura l'opportunité pour devenir champion. C'est la dernière opportunité. Donc, tout le monde est à fond derrière Mick Foley. Sauf que. Pendant le match, tout est fait pour que ça soit contre Mick Foley. Donc il y a l'autorité, donc le clan de Vince McMahon avec The Rock, voilà, qui l'empêche vraiment absolument. Donc là, nous sommes le 7 janvier 99. C'est un truc très important parce qu'à l'époque, la WCW, c'était des matchs qui n'étaient pas en direct. C'était déjà diffusé. Et t'as Eric Bischoff à l'époque, comme c'était deux concurrents et c'était sur le même jour, va spoiler la fin du match. Et ce qui va se passer, c'est que là, il va faire l'imparable puisque 1 600 000 personnes qui étaient devant la WCW va regarder la fin du match. Là, c'est la fin de la WCW. Il se barre. C'est un truc de fou. C'est la plus grosse audience du jamais vu dans le catch américain, puisque ça fait pratiquement 10 millions pour ce match-là. C'est du jamais vu. Je vous laisse découvrir avec le son le prochain match et on en parle juste après. Mr. Socko! Rock tasted Mr. Socko at rock bottom! Rock, look out! He can taste it again! He does! Mr. Socko! Mankind is locked in the mandible claw with Mr. Socko! Mr. McMahon, you gotta do something! The Rock may be out! No! No disqualification! And there's Billy Gunn! Billy Gunn on Shamrock! DX and the corporate team are going at it! Look out! Stone Cold
defeated his Fort Fairmont, learning to wrestle. Voilà, donc vous avez pu voir que quand même le catch ça procure quand même des émotions pour le public. Vous avez vu la pop qu'il y a eu lors de l'entrée de Stone Cold et surtout la victoire de Mick Foley, ce qui était très populaire à l'époque. Et donc ça c'est un match très historique pour le catch américain parce que c'est vraiment la plus grosse audience, hein, c'est donc 10 millions. Juste pour ce match-là qui a duré donc 5-6 minutes. Le match est en entier sur YouTube si ça intéresse des gens. C'était la rivalité à l'époque entre la WCW et puis la WWE entre guillemets. Donc là c'était les grosses compagnies où il y avait tous les plus gros superstars. Et eux donc ils avaient l'habitude de spoiler toujours l'émission parce que c'était diffusé, donc c'était enregistré mais diffusé en même temps. Et eux c'était du direct, la WCW. Et donc là ce qui s'est passé en plus c'est le Finger Pop of Doom, donc une catastrophe. Ouais, une catastrophe. Était tous les téléspectateurs donc, de la WCW, et donc tu avais 1,6 million qui ont été voir le show concurrent. Et c'était la première fois, et depuis ce jour-là ça n'a jamais changé, que eux ont été au-dessus des autres compagnies. Ouais. Donc c'est vraiment un truc historique. Oui. Et d'ailleurs 10 millions ça a jamais été battu. Bon non, puis ça risque pas maintenant. Non, là c'est foutu. Mais tu vois que c'est pour dire qu'à l'époque aux années 90 c'était très important. Et on voit que voilà, certes c'est faux, c'est du divertissement sportif, mais quand tu vois la pop qu'il y a, le public qui est comme des dingues, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est-à-dire que tu avais Kevin Nash, Cottle et Hogan à l'époque, ils regardaient même les shows de WWE dans les backstage. Ah oui, non, mais c'est normal. Après, ils sont revenus après, mais ouais. Bon, après il y avait un gros star power parce qu'il y avait toutes les stars. Effectivement, il y avait Mick Foley, mais il y avait la DX qui était autour, face à The Rock. En plus, il y a Steve Austin qui vient. Enfin, c'est les plus grands stars de l'époque de cette ère-là. Donc ça cartonne énormément. Et puis c'est toujours pareil, c'est le syndrome de l'underdog, c'est celui qui peut pas gagner, c'est celui qui a pas de chance, tout le monde se retourne contre lui, qui gagne. Et ça, le public américain, il adore ça, quoi. C'est le petit qui gagne contre lui. C'est toujours le petit qui gagne face à l'entreprise. Alors c'est paradoxal, hein, parce qu'en fait, McMahon représente toujours l'entreprise capitaliste, truc société, alors que l'américain, ça peut changer, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. On a plutôt tendance à soutenir des idées de merde d'Elon Musk que dire que tu as des idées de merde. Mais à l'époque, finalement, on soutient toujours le petit poussé qui veut battre le gros patron, qui est un connard, hein, fini. Oui, ça soit dans la vraie vie ou même le rôle. Hein, voilà. En plus, c'était bien pour Foley aussi par rapport à tout ce qu'il avait produit avant. Oui, c'est vrai. Surtout Steve Austin, puisque vous avez vu que finalement, il y a toujours un lien entre ces deux lutteurs-là, quoi. Ouais. Et entre The Rock et Steve Austin, comme j'en ai parlé les différentes chroniques auparavant. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pendant quelques mois, donc il va garder son titre face à The Rock, hein, toujours le même. Il va perdre en mettant, il va pas respecter le script. Enfin, c'était Mick Foley qui avait choisi au lieu de 3 coups de chaise, il va en mettre 15 au niveau de la tête. Donc Foley va être en sang, etc. Enfin, ça va être interminable. Sauf que là, en fin de compte, on est plus de la fin de carrière de Mick Foley. Parce que lui, en fin de compte, ce qu'il avait prévu, c'était d'être à 35 ans à la retraite. Il est très proche parce qu'il a dit bon, je mets ma santé en jeu, tant pis, mais comme ça moi j'aurai une belle vie et à 35 ans je serai en retraite avec un maximum d'argent, etc. Voilà, donc là ce qui va se passer, c'est qu'en 99 il voudra faire une équipe avec The Rock, son ennemi, mais ils vont devenir gentils tous les deux. Ça va être une équipe très marrante, des segments qui sont franchement bien, une équipe qui est très forte, hein, qui va remporter les titres par équipe. Sauf qu'à un moment donné, Triple H va blesser, parce qu'il va reprendre aussi sa rivalité avec Mick Foley, donc il va blesser Mankind va revenir en Cactus Jack, qui est le pire ennemi de Triple H, avec un match donc au Royal Rumble où Mick Foley remporte une fois le titre. Sauf qu'à un moment donné, Triple H va lui laisser un ultimatum: si tu perds contre moi, tu prends ta retraite. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'il va perdre le Hell in a Cell, où il va faire encore une grosse chute, chaque fois, bizarrement. Il va prendre sa retraite, mais en fait non, parce qu'il a signé un contrat donc, de 5 matchs, Mick Foley, donc ça sera vraiment un contrat exclusif. Et à un moment donné, sauf que j'en ai parlé pour WrestleMania 2000, c'est que Vince McMahon, lui, il allait un peu tromper sa femme à l'époque, étant en instant divorce, et sa femme va ramener Mick Foley juste pour faire chier Vince McMahon. Donc tu auras un match Fatal 4, donc à élimination, ils sont 4 dans le ring. Ce sera un match élimination, donc Triple H va remporter le match. Et à un moment donné, on va plus voir Mick Foley. On va juste le voir en train d'être un peu general manager, il va faire les matchs, etc. Et en 2004, il va reprendre son rôle avec The Rock pour faire l'équipe, pour battre, donc tu peux mettre la 8ème vidéo, Tom, okay, pour affronter du coup le clan de Triple H, l'évolution, avec des jeunes talents comme Batista, Randy Orton, et un peu moins jeune qui Ric Flair, bien sûr. Match qu'ils vont perdre du coup à WrestleMania 2004. J'ai un bon souvenir de ce match-là, c'est un bon moment nostalgique. Avec le barbelé sur les battes de baseball. Voilà. Et là, il va affronter donc Randy Orton dans le pay-per-view suivant, donc un mois après Backlash, pour mettre en avant ce jeune talent qui est Randy Orton. Il est très jeune encore, il est champion intercontinental. Le match est en entier sur le WWE Network. Pour ceux qui s'intéressent, je recommande, parce que certes, il y a du sang, c'est hardcore, mais ça reste un très bon match. C'est pour ça que l'image est en noir et blanc, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a du sang. Et alors là, ça va parce qu'ils ont laissé les coups de chaise au niveau de la tête, mais si tu regardes une vidéo d'aujourd'hui, si la sortent aujourd'hui, ils vont couper tous les coups de chaise au niveau de la tête.
Parce qu'il y a beaucoup de traumatisme crânien et il y a aussi un certain Chris Benoit où allez voir sur Wikipédia parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Oui, voilà. Enfin, il y a eu des problèmes, il y a eu des conséquences. Hein. C'est un peu comme dans la boxe. Hein. Voilà, qu'il y a des développements des maladies du cerveau sur un certain nombre de lutteurs qui sont trop tués aussi. Beaucoup trop de perte de connaissances et de coups de chaise sur la tête. Et aussi trop de sang perdu parce que ça c'est du vrai sang. Je tiens à préciser, ils se coupaient avec une lame de rasoir. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit parce qu'il y a beaucoup d'hémorragies, des personnes qui ont eu des problèmes suite à ça. Voilà. Enfin, c'est la WWE, hein, l'AEW, qui est la compagnie rivale de la WWE, ils s'en foutent, ils mettent du sang. Voilà. Ils sont Maintenant, si vous voyez du sang un peu, c'est parce qu'ils font pas exprès, c'est vraiment un accident, ils sont coupés par erreur. Mais alors avant, ils le faisaient volontairement. et c'était, ça pissait très très bien le sang. Là, Oui, lui tombe sur les punaises, tu vois que lui il est en train de paniquer. Toujours les petites coupures, l'arbitre qui file une petite lame pour te couper au front parce que le front finalement c'est pas dangereux, mais ça saigne pas mal. Donc voilà, donc le match est très divertissant quand même. Randy Orton va gagner parce que Mick Foley a envie de mettre en avant des jeunes talents hein, comme Randy Orton. Et 2 ans après, tu peux mettre la prochaine vidéo, Tom, puisque là nous sommes à WrestleMania en 2006. Il va affronter un certain Edge. Il avait toujours voulu l'affronter. De base, le match aurait dû être avec des barbelés, sauf que c'était refusé par la compagnie. Mais ça va être quand même un match hardcore hein, où il y aura notamment une table en feu à la fin. C'est quand même assez spectaculaire. Ils vont voler le show. Hein. Ça va être le plus gros match qu'il y a eu lors de ce pay-per-view là, alors qu'il y avait quand même John Cena, Triple H. Hein, voilà, donc là il pisse bien le sang aussi. L'autre il sort les punaises, tout ça va se retourner contre lui. Et le match, moi j'en garde un bon souvenir. Je sais pas si tu l'as vu toi, Woody, mais ça reste. C'était un très bon match. Moi j'étais tout petit, donc voilà, quand tu vois du sang, tu fais oh c'est génial, etc. Alors que bon, c'est quand même un peu dangereux. C'est pour ton âge, hein. Oui, bien sûr. Voilà, lui il tombe sur les punaises, il avait mis ça. Mais voilà, c'est resté un match assez fort. C'est son dernier match d'ailleurs, Mick Foley à la WWE. Hein. Oui, voilà, il pisse bien le sang. Lui aussi. Ça, c'est pas en noir et blanc, là. Non, bah, bizarrement, non. Voilà, les petits barbelés avec la batte de baseball. Là, ça va être la fameuse table où voilà, il va la mettre en feu. Ça va se retourner contre lui. Ça va être Edge qui va faire son spear à travers la table en feu. Voilà, et les deux lutteurs vont passer à travers la table qui est en feu. Qui est en feu. À l'époque. Hein. Ça, c'est voilà, du Alors, oui, c'est vrai. Les acrobates. Les acrobates. Ouais, c'est comme ça. Bon, parce que lui, il voulait faire son finisher avec un morceau de barbelé dans la bouche. Elle l'a fait avec sur Lita, donc la copine. Et Lita, j'en ai parlé, vous savez. Lui, je sais pas pourquoi il fait ça. Lita, j'en avais parlé la semaine dernière. Je sais pas si vous vous rappelez dans les nanas où c'était la rouquine qui était assez spectaculaire, Al Flyer. J'en ai parlé. Mais il était pas là. Oui, c'est vrai. Mais Dorian, t'étais là, toi, je crois. Où c'était la manageuse à un moment donné de Edge. Donc voilà, elle a fait partie de ce match-là. Donc là, il va vraiment prendre sa retraite, Mick Foley. Sauf qu'à un moment donné, il a dit le catch, ça me manque. Donc il va faire comme des apparitions à la TNA, mais ça va mal se passer parce qu'il a des gros problèmes de santé. Ou voilà, il se rend compte que les coups qu'il a pris, c'est pas terrible. Il a un problème au niveau. Il a un problème de mémoire. Il a un problème avec sa main gauche, avec son pied droit. Enfin voilà. Il n'entend plus d'une oreille. Il a perdu l'usage d'une oreille. Voilà. Donc rien ne va plus, sauf que voilà, il va faire quand même des petites apparitions pour faire des petits segments. Il fera comme des apparitions au Royal Rumble, donc à la WWE, avant vraiment de mettre un terme à sa carrière parce qu'il voit qu'il en peut plus. Il va faire des choses pour l'humanité où à un moment donné il va pour les enfants il va donner des cadeaux, il va se déguiser en Père Noël, il va faire des one man shows. Donc vraiment une carrière bien remplie pour la fin. Il va aussi faire une autobiographie où ça va très très bien se vendre. Hein. Ça va faire partie des meilleures ventes de l'année. C'est un truc de catch. Hein. Et le truc il est devant comme des gros romans. Enfin tu vois alors qu'il y a une grosse file d'attente. Enfin voilà. Donc Mick Foley, si on reprend sa carrière, donc lui il a été donc 3 fois champion de la WWE, une fois champion hardcore, ça a été celui-là qu'elle a inauguré, 8 fois champion par équipe et surtout Hall of Famer en 2013. Voilà. Grosse carrière. Et il est encore là, de temps en temps, il s'exprime beaucoup sur le catch. C'est quelqu'un de très créatif. Quelqu'un qui fait aussi des podcasts aussi, qui est très intéressant. Il écrit, c'est un créatif. Hein. C'est vraiment un créatif avant d'être Vous avez vu qu'il n'a pas une shape de lutteur bodybuildé, il n'a même pas une shape de high flyer. C'est la shape Mick Foley. C'est la shape Mick Foley, le mec qui peut endurer les pires supplices. Bravo Mick. On n'avait pas un extrait musical non, là tu les as tous mis. Ah bon? Ouais. J'ai passé le Mick Foley. Ah oui, tu peux le mettre, Marc, t'as raison. Le Mick Foley theme song Wreck, ça s'appelle. Voilà, tu peux mettre celui-là du coup. Oui.
C'est le thème de Cactus Jack Oui, qui est resté son thème. De base, j'avais mis pour Cactus Jack, Voilà. c'est vrai que j'avais Mais oublié c'était le dire. thème de Cactus, de son premier personnage qui est resté maintenant quand il arrive, les rares fois où il arrive, c'est ce thème par défaut qu'il lui L'accident met. de voiture que t'entends au début, c'est comme ça, hop, bah, ça représente bien son personnage où tu vois, bah, lui, c'est vraiment un accident de voiture. c'est vraiment un accident de bagnole. Il tombe, C'est même un tombe à accident un peu industriel, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait une carrière qui aurait peut-être pas dû la faire celle-là, c'était malgré Non, c'est vrai. pas mal de bâtons dans les roues, de la place de Vixman, et finalement il a eu une place iconique. Ouais, c'est vrai que le bruit d'accident, on représente assez bien le personnage au Ah final bah de oui, sa carrière. un mec un peu tordu qui hésite pas à se prendre des gros coups, Qui limite de sort se un peu blesser, de pisser le sang, des etc. carcans du catch aussi. Ah mais il est absolument cassé de partout. Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Le burger de la mort. Willy, de quoi dans le bar? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais commencer par lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bon anniversaire à John Carpenter. Ah, ça fait longtemps. Qui a 76 ans cette semaine, c'est avant-hier. Il a fêté ses 76 ans, Big John. Et voilà, donc comme la musique est celle de The Fog de John Carpenter, je me dois toujours de rendre hommage, et nous en reparlerons bientôt, encore une fois, pour le chapitre parce que numéro je 5. ne m'en lasse pas, tellement c'est toujours rigolo de voir, par exemple, je ne sais plus qui parlait de, voilà, j'ai une chronique des films préférés avec toujours quelqu'un qui dit The Thing dans ses films préférés, c'est quand même assez incroyable de voir un film comme ça qui est toujours nommé comme étant une référence de film d'horreur, alors que le film a fait un bid quand il est sorti. Mais c'est souvent comme ça d'ailleurs, les films quand ils sortent, des fois ils font des bids alors que ça reste des films de Non, culte, mais en plus il a pas fait un bid parce qu'il était mauvais, il a fait un bid parce que c'était, je vous l'avais dit déjà, c'était l'année de sortie de E.T. Donc voilà, il y avait une concurrence d'extraterrestres gentils, d'extraterrestres méchants, ça passait pas trop. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'un peu creuser la pop culture et d'aller dans un domaine alors qui n'est pas ma spécialité, mais ça me semblait intéressant d'en parler, qui est celui des collectors. Des collectors. Alors déjà, autour de la table, toi aussi, tu as le droit de participer. Est-ce que vous êtes collectionneur? Est-ce qu'il y a des choses que vous collectionnez? Ouais, moi, justement, les collecteurs de jeux vidéo. Alors, Ouais. plus trop maintenant, parce que je suis plus trop dans le truc, je suis plus trop ce qui se fait et tout. Mais ouais, il y a une période où j'ai acquis pas mal de collecteurs de jeux vidéo, souvent avec des figurines, justement, ou des petits goodies et tout. J'ai quelques figurines, mais c'est pas ce qui fait la majorité de la collection, quoi. Enfin, on va dire que j'ai des trucs par-ci par-là, des goodies, des artbooks, des guides aussi, des éditions collecteurs de guides. D'accord. Que j'ai, mais voilà. Du coup, j'ai une petite collection sympathique. Et Dorian, tu es collectionneur, toi, de choses? Ouais, vite fait. Juste les boîtes de jeux 3DS que j'avais quand j'étais gosse. D'accord. Parce que c'est la meilleure année les meilleures années de jeux vidéo que j'ai eu dans mon enfance finalement. Ok. Et puis les figurines DBS, des BZ plutôt. Ouais, d'accord, ok. Ouais, quand même des figurines. Ouais. Ok, des figurines. Parce qu'on va parler des figurines surtout. Ah, toi, Max? Il y a un petit peu les vinyles quand même. Ah oui, les vinyles, ok. Et des figurines aussi? Tom, t'as figurines, quelque chose? Pins qui parle? Je collectionnais avant peut-être des collectors il y a longtemps. Maintenant, je veux dire, c'est plus les plugins de musique. Ah, super. Ah ouais, d'accord. C'est original au moins. Non, ok. T'es pas collectionneuse. Alors moi, je suis pas trop collectionneur non plus. Faut... À part les posters de John Carpenter. C'est la seule chose que j'ai pu collectionner. J'appelle pas ça une collection, mais effectivement, j'ai tous ces DVD et j'ai la plupart de ces BO. Mais c'est parce que moi, je suis plutôt sur l'immatériel, sur des choses qui sont, qui me donnent de la matière à imaginer ou à travailler. Mais par contre, c'est vrai que les figurines, en particulier, c'est quelque chose qui a complètement explosé depuis 20-30 ans. Quand vous allez dans une boutique de bande dessinée, vous avez toujours des vitrines avec une quantité phénoménale de personnages qui sont aussi bien dérivés d'animés que de bandes dessinées, que même de films. Il suffit juste d'aller voir toutes les collections de figurines Marvel. Alors je vous parle pas des figurines, les jouets, je parle pas des jouets articulés que vous avez en maison de jouer, mais vraiment les figurines qui sont fixes, souvent sur des socles, ce genre de choses, et que vous avez également dans des coffrets collectors, de jeux vidéo où vous avez des figurines Assassin's Creed, etc., etc. Et il y a un vrai marché, il y a un vrai business, et il y a des gens vraiment qui sont passionnés par ça. Moi, j'ai un pote qui à l'époque a racheté l'intégralité des figurines du Seigneur des Anneaux. Ah oui. Il en a 2 bibliothèques complètes, mais vraiment, il n'y en a pas une qui manque. Vous avez tous les Nazgûl, vous avez toute la compagnie de l'anneau, vous avez absolument tout, faut de la place. C'est ça le problème, c'est que vous avez de la place. Et donc vous avez des entreprises, alors des grosses entreprises, bien sûr très connues, et qui les produit. Vous avez même les studios de jeux vidéo eux-mêmes qui sous-traitent pour produire. Et là, je vais vous parler de 2 petits studios, enfin 2 petits, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Le premier, c'est Snow Corporation. Snow Corporation, alors c'est pas un studio de plusieurs personnes, c'est un seul gars que vous voyez à l'écran qui se nomme Dorgmal Snow, qui est britannique. Et Dorgmal Snow, moi je suis sa page Facebook depuis très longtemps parce que j'ai trouvé absolument fascinant ce qu'il fait.
on va pas se mentir, c'est un artisan. Hein. C'est un artisan de la poupée, c'est un artisan de la figurine. Son truc à lui, c'est les figurines au 1/6. Donc c'est des figurines qui peuvent atteindre facilement, qui peuvent monter à 40-50 cm de haut. Donc vous avez un truc comme ça sur votre bureau, qui sont excessivement détaillés. Et en fait, Dorgman à la base, il était plutôt illustrateur, il travaillait dans le web et le graphic design, et il était collectionneur lui-même de ce genre de figurines et des figurines à cette échelle-là. Et puis à force d'en attendre, ça avait du mal à arriver. Il en a eu marre d'attendre toujours des collecteurs ou certaines choses, et il s'est dit moi je vais faire moi-même. Donc il a commencé à travailler ses propres figurines et à les créer. Et évidemment, avec l'arrivée des imprimantes 3D, Hosanna, on se retrouve directement à pouvoir avoir la capacité de pouvoir imprimer des visages, de pouvoir les sculpter, etc. Sachant qu'en plus, il travaille avec des choses très simples, puisque par exemple, pour tous les accessoires, il est fait sur SketchUp. SketchUp qui est un logiciel de Google qui permet un peu de créer des formes simples. Et au fil du temps, il a commencé à travailler l'aérographe pour pouvoir aussi peindre les figurines. Et puis, c'est un vrai détail. Il s'est mis à la couture pour pouvoir faire les vêtements, évidemment, peinture, couture, et puis ça a marché. C'est-à-dire qu'il a commencé à proposer ses figurines en disant c'est de l'artisanal, je propose vraiment, c'est à la pièce, je propose directement mes figurines, et puis ça marche. Donc il a commencé à en produire un peu plus, il a commencé à produire plusieurs modèles, et ce qu'il faisait au départ, c'est qu'il se basait sur des licences qu'il aimait beaucoup. Bon, forcément, on s'inspire toujours de quelque chose. Alors à votre avis, sachant qu'il est britannique, qu'il est anglais, quel type de licence est-ce qui a pu l'intéresser ? Par exemple, typiquement britannique. Il y en a 2 licences qui sont vraiment anglaises pur jus. Il y en a une dont j'ai parlé avant les vacances. C'est pas Docteur Who, non, c'est britannique ou pas non, d'ailleurs c'est britannique, bien sûr. Ça pourrait être Doctor Who, mais il n'y a pas Doctor Who. Mr Bean. Non plus. Alors des trucs de science-fiction plutôt. Science-fiction, anticipation, pur anglais, pur comics anglais, vraiment. Ah la vache. Comics anglais, on est vraiment dans la culture. J'en ai parlé, j'ai parlé d'un jeu de vidéo qui culturellement l'univers est très très marquant là-bas en Angleterre. C'est Warhammer. Et Warhammer 40 000, donc il a vraiment commencé vraiment en faisant des figurines de Space Marine, évidemment. Et puis après, il y a une deuxième chose qu'il a beaucoup fait. J'ai pas retrouvé d'image là sur, je sais pas pourquoi, parce que je vous conseille d'aller sur Snow Corporation sur sa page Facebook. Vous voyez toutes ces commandes et tous ces trucs et toutes les photos. Et il faut savoir qu'en Angleterre, on a une des ressources de pop culture là-bas et du comics. C'est un magazine qui s'appelle 2000 AD. Et dans 2000 AD, dont j'ai déjà parlé, on a des très grandes signatures de la bande dessinée qui sont passées, comme Alan Moore qui est scénariste sur Watchmen, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, From Hell et bien d'autres. Et on a le héros britannique hyper connu, peut-être un peu moins dans le monde, pourtant il est connu, vous le connaissez, c'est Judge Dredd. Dredd, c'est la célébrité britannique, le juge et flic fasciste qui est vraiment... un truc absolument génial. Il faut savoir qu'on en reparlera parce que je ne veux pas dériver trop là-dessus. J'aimerais qu'on reparle un de ces quatre de la bande dessinée britannique qui est complètement différente de la bande dessinée américaine et maintenant japonaise, avec des héros qui sont vraiment tous des anti-héros et vraiment un style qui est vraiment très très particulier. Et ça l'a inspiré. Il a créé ses figurines comme ça, donc forcément ça attire un petit peu les gens. Puis maintenant il crée vraiment ses propres modèles. Alors attention, il faut avoir de l'argent. Je vous cache pas. Il faut les commander parce que ça part comme des petits pains. Parce qu'évidemment, il n'en fait pas 150 de chaque. Il le fait à la main. C'est à peu près 200 livres. Il faut compter 200 livres sterling pour chaque modèle. Donc vous en avez j'aurais imaginé plus. Pour 250 balles. Après, pour quelque chose d'artisanal que le mec fait tout seul. Oui, effectivement. Mais l'exemplaire des fois dans ces prix-là. Je suis bien d'accord avec toi. Mais par contre, le plus dur, c'est de l'avoir. C'est-à-dire quand t'as un modèle qui te plaît, il faut que tu réagisses très 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 vite. Parce que c'est un peu compliqué. Je sais pas si t'as les images que je t'avais. J'en ai quelques-unes. Quelques-unes pour que vous. Alors c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. C'est pas celle-là non plus, ça c'est celui dont on va parler à côté. Non, c'est toujours pas. Il est en train de tout spoiler. Voilà, ça c'est celle-là. Ça se reconnaît, visuellement ça se reconnaît. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un univers visuel, donc c'est plutôt du post-apo. Il aime beaucoup le post-apocalyptique. Il fait vraiment des trucs, on dirait des figurines Fallout, un peu. Voilà, ou Stalker. Et j'aime bien la manière dont il les présente, parce qu'il les présente toujours. Voilà, on voit qu'il a l'œil. C'est un bon photographe en plus, donc il va toujours te créer des visuels, etc. Ça est magnifique parce qu'il a comme une captcha qu'il a
qu'il a cousu, quoi. C'est vraiment rien que pour le textile, je trouve ça assez exceptionnel. Il y a la passion du détail. Voilà, passion du micro détail, parce qu'elle a un badge sur la capture. Je sais pas si on la voit, mais c'est elle a un micro badge là, qui est directement sur la capuche. C'est incroyable. Les visages, ils sont très proches, très humains, très expressifs. Vraiment des micro détails. C'est absolument superbe. Si ça vous dit de voir son travail, c'est Snow comme la neige, Corporation sur Facebook. Il a une page et vous pouvez aller voir les photos. Vous allez voir tout ce qu'il a produit. C'est génial, ça fait envie. Voilà, mais t'arrives toujours trop tard quand même. Je pense qu'il a des aficionados qui doivent à peu près se précipiter tout ce qu'il fait. Mais voilà, bon, c'est quelqu'un qui a un travail qui mérite d'être carrément dans un musée. Il y a des choses absolument superbes. Moi, j'adore les trucs post-apo comme ça. Il a fait du Star Wars, hein, évidemment, mais maintenant il s'est complètement. Je trouve ça assez génial parce que on voit ses inspirations et il crée son propre univers désormais. Ça, c'est fort en vrai. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Et les visages, moi, je suis impressionné par ces visages 3D qu'il arrive à faire. Quand tu vois le détail, les visages des hommes et des femmes, il est arrivé là. Il a fait une dernière série, c'est la guerre des clones, donc il a refait Jango Fett, et c'est carrément le visage de l'acteur de Jango Fett qu'il a réussi à reproduire par la 3D. Donc on voit qu'il s'améliore en plus, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus détaillé. Ses premières figurines étaient bien moins poussées au niveau peinture, bien moins poussées, et maintenant il arrive à des niveaux de détail, je sais même pas quand il sera dans 5-6 ans, mais il arrivera à des niveaux de détail, et tout ça dans son petit atelier. Et il fait des vidéos, alors on vient de le voir, il fait des vidéos YouTube, il fait limite un peu du tuto, il montre comment il travaille, comment il peint, par où il passe, ses doutes aussi et ses problèmes techniques. Ça, c'est bien. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà pour Snow Corporation, donc quelqu'un à suivre juste pour le travail, pour le plaisir des yeux, voilà. Et puis après, si vous devez avoir un cadeau de Noël, vous dites moi je voudrais ça là, mais faut vous y prendre très tôt, très tôt. La deuxième boîte, elle est beaucoup plus large. C'est un studio qui comment dire, il y a plus de monde à l'intérieur. C'est Four Horsemen Toy Design, les Cavaliers d'Apocalypse, qui alors eux ils ont commencé en 1993. Ils ont commencé par travailler, c'est un studio avec 4 personnes qui ont commencé sur les jouets de McFarlane, les McFarlane Toys. Je sais pas si vous connaissez, Toby McFarlane, c'est celui qui est un dessinateur, qui a refait, qui a recréé, relancé Spider-Man, et qui est surtout le créateur de Spawn. Et il y a eu tous les McFarlane Toys, c'était vraiment je pense vraiment, ça a été vraiment la relance des figurines à collectionner. C'est arrivé avec des figurines avec un niveau de détail, les figurines Spawn avec la cape, etc. Et c'est là qu'on a commencé, quand on allait dans les boutiques de bande dessinée, notamment les boutiques albums, à voir ces espèces de magnifiques figurines. Et c'est eux qui travaillaient là-dessus. Et ils ont travaillé pour du grand. Ils ont travaillé vraiment pour Mattel notamment, ils ont travaillé sur les maîtres de l'univers, enfin voilà, ils ont travaillé sur des grandes licences, et petit à petit, ils ont travaillé pour DC Universe, ils ont travaillé pour les Cosmocats, pour Batman, pour même Harry Potter, donc c'est voilà, mais ils ont voulu faire un peu leur truc à eux. Donc ils ont, tout en travaillant sur des licences très très connues, ils ont créé les Four Horsemen, et ils ont commencé à créer leur propre licence à eux, directement. Au début, ils ont fait appel à Kickstarter pour voir si le public était partant pour faire des figurines qui étaient pas liées à des licences, et ça a marché. Et maintenant ils font des souscriptions, donc ils font des souscriptions, ils en font à peu près 2 par an, ils font des appels aux dons, et ils sortent une gamme complètement inédite de figurines, et ils voient si les gens sont intéressés ou pas, sachant que les figurines sont en nombre limité, et vous les avez sous les yeux. Là on a notamment les Mythic Legion qui sont des figurines de fantasy, et là on a les Cosmic Legion qui sont des figurines de science-fiction. Moi ce qui me plaît beaucoup, c'est un pote qui m'a fait connaître ça, parce que quand il a vu notamment ça, il s'est dit mais attends, là je suis lui il est plutôt collectionneur. Je suis cette petite entreprise, mais alors disons, quand je vois leurs figurines, ça me fait penser à tes dessins. Et effectivement, comme je travaille à l'époque où il m'en a parlé sur un truc de science-fiction, quand j'ai vu les visuels, je me suis dit mais attends, c'est les couleurs, etc. C'est un peu ce que je travaille de la même façon. Non, j'étais pas là à dire travail, il faut pas déconner, j'ai pas non plus cet égo-là. Et en fait, c'est logique, parce que leur inspiration c'est la même que la mienne, c'est-à-dire c'est Wayne Barlow, qui a sorti dans les années 80 une série de figurines de figurines de science-fiction, et moi ça m'a marqué, et ça les a marqués, et du coup on est parti inconsciemment sur la même base. Voilà, c'est le hasard complet. Et moi je suis pas collectionneur, et pourtant l'année dernière qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai commandé 2. J'en ai commandé 2 qui sont en cours de fabrication. Voilà, donc je les recevrai notamment parce que c'est long. C'est très très long.
très très long la production, et en plus il y avait des problèmes parce que les coûts douaniers ont tellement explosé avec le Covid que c'était assez compliqué. Il y a plein de gens qui l'ont signalé, ils ont dû baisser un peu les tarifs, et normalement vers juin je devrais les recevoir, donc quand je les aurai reçus, voilà, je vous les amènerai pour que vous voyez à peu près, parce que la particularité des Cosmic Legion, là où celle de Snow Corporation c'est vraiment des poupées, voilà, etc. C'est qu'en fait elles sont modulables, donc on peut changer. Par exemple, ils arrivent avec plusieurs types d'armes, plusieurs types de mains, plusieurs types de têtes, et on peut un peu les assembler comme on veut. C'est pas des jouets, encore une fois, c'est quelque chose vraiment d'articulé qu'on peut présenter sur un présentoir. J'ai pas pour objectif d'en avoir plein, mais je m'étais dit tiens, tant que quand je fais une petite partie de jeu de rôle qui se passe dans cet univers, c'est bien en plus d'avoir des visuels. On a comme ça, on a l'impression qu'en plus je vends des collectors. Oui, bien sûr, je vends des collectors. Oui, je touche 10% sur chaque figurine. Voilà. Mais ils ont un travail qui est vraiment sympa. Ils ont des super figurines vraiment très belles. Moi, c'est celle qui me plaise le plus, c'est clairement les Cosmic Legion. Il y a toujours un travail sur les couleurs, même ils savent bien les mettre en valeur comme ça. Hein. C'est une vraie, là, c'est pas une image. Hein. C'est vraiment de la figurine dans un décor. Donc ils savent bien les mettre. Et puis alors pour le coup, c'est pas du 200 livres. Hein. Vous en avez pour, ça commence à 40 balles. Hein. À peu près 40 balles la figurine. Elles sont plus petites. Hein. C'est pas du 1/6. Mais c'est intéressant de suivre leur travail. Et puis ils ont Mythic Legion aussi. Enfin, ils font plein de trucs. Et c'est fin. Ils sont de plus en plus populaires. Mais pour le moment, il n'y a pas de production en masse. Ça reste un truc de collectionneur. Voilà, donc si vous êtes collectionneur, si vous vous intéressez à ça, c'est toujours intéressant de voir tous ces produits dérivés non rattachés à une licence. Comme quoi ça existe encore, des gens qui produisent des choses et ce qui est marrant aussi, c'est que ça me fait penser aux albums de Dark Ambient. C'est l'un comme l'autre, vous avez quasiment le livret qui vous explique toute une histoire, quoi. Parce que les mecs, ils écrivent un lore sur les figurines. Voilà, ils ont tous un nom, ils font partie d'un commando spécial. Enfin bon, voilà, ils créent vraiment de partir de ça. Voilà, c'est partir d'une figurine et faire toute une histoire autour. Voilà, exactement. Ils pourraient presque faire d'un jeu vidéo tirer des figurines, en fait, finalement, plutôt que faire l'inverse. Et je change complètement de sujet. J'étais parti au départ pour faire un peu de la musique. Je vous propose juste de découvrir deux morceaux. 30 minutes. Non, il y a pas de souci, très rapidement, parce que je vais pas garder le micro très longtemps. Mais deux choses que j'ai découvertes, que j'ai trouvé très sympathiques. D'abord, je vous propose de découvrir un morceau du groupe. C'est toujours quelqu'un tout seul, hein, puisque c'est un artiste chilien qui fait de l'électronique, qui fait du vapor tripe, du dream punk, qui s'appelle Mabizio. Et c'est tiré de son album Everything is Under Control. Ça s'appelle I've Never Seen Anything Like This Before. On écoute un petit extrait. J'ai commencé par le morceau calme. L'album est un peu comme ça, on dirait toujours un peu un cyber sous la pluie, quelque chose d'un peu ambiante, un peu calme, un peu chill. C'est marrant, moi je pensais que ça allait partir en breakcore. Ouais, exactement. Ouais. Non, pas du tout. Il y a des trucs qui sont un peu plus remuants sur l'album, mais ça reste toujours un peu comme ça, dub, tout ça, un peu de chill, un peu sympa. Et mais par contre, ça va pas être la même chose pour la deuxième découverte. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs du surnom de cet artiste suédois qui s'appelle Magnavolt. Magnavolt qui fait du violent, du cyber, de l'hybride trap. Et il vient de sortir son dernier album qui s'appelle Motoko The Awakening. Alors là c'est marrant aussi, Motoko The Awakening, vous avez carrément une histoire qui vous parle du Motoko, ça se passe dans une ville cyberpunk. Parce que il faut voir que ce style musical, comme vous allez reconnaître tout de suite, hein, évidemment, on n'est que dans ces visuels-là. Le visuel de l'album est magnifique. On est vraiment toujours. Les mecs ont joué à Cyberpunk, ils ont adoré. Là, il y a toute une histoire avec un justicier qui est dans la ville, etc. Et c'est assez génial aussi qui crée ça au-dessus de l'album. La track s'appelle Nightclub Massacre.
Ah, ça remue ça, hein. Ouais, ça remue. Ouais. On sent bien, j'aime beaucoup la production sur ce genre de musique. Ouais. Tu sens bien le kick qui est bien Ouais. lourd. Ouais, ça arrive bien. Et puis ces effets là. Ah si, tu vas sur Bandcamp, il y a tous les albums de super. Magnavolt, ils sont tous à peu près dans ces mêmes trucs, t'as vraiment cet univers-là, j'avais que ça te plairait, parce vrai que ça qu'on peut est être vraiment dans très cet univers, cyberpunk, c'est hein, pas ouais. complètement, que ce soit visuellement ou c'est assez... non, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Alors c'est deux albums différents, complètement des ambiances différentes, mais qui pourraient se passer dans la même ville à C'est différents vrai, moments, ouais. avec des visuels Tout à fait. pareils, toujours un peu, il y a toujours l'animé, etc. C'est vraiment sympa. Bah merci Willy pour cette chronique. On va repartir en musique avec un morceau que Ismaël nous a proposé avant d'enchaîner sur ta chronique d'ailleurs. Ça s'appelle One Day, Van Dag, et c'est de délicieuse musique. C'est bien ça? Je sais pas, c'est pas moi. Alors c'est peut-être pas toi. Il a entendu la fin, il te regarde. Il s'est dit. Alors ce n'est pas de toi. Bon bah. C'était de la danse je des crois que canards, moi normalement. oui. Qui m'a proposé? C'est les sardines de Patrick Je Sébastien. crois que c'était moi, Tom. Je crois. Ah c'était toi. Bon Je bah, crois, on va- Ils savent même plus ce qu'ils On va proposent. écouter. Moi j'ai pas composé ce matin donc. Si, oui, One Day, ouais, pardon. Ouais, c'était ça. Oui, parce qu'on m'a tellement proposé de musique. Là j'ai une playlist là pour au moins 3 semaines. Eh bah, Ouais, c'est bon. On se retrouve juste après. Ça nous ramène 10 ans en arrière cette musique, mine de rien. Déjà. Je l'avais sur, Ouais, sur mon tout premier iPhone ou mon iPod Touch que m'avait donné ma sœur. Oh la vache. Pour vous dire. Moi, j'avais le un bebop. saut dans le temps. Ouais, j'ai j'avais vu- le Nokia 3310. Non, perso, super. mais. Ça me fait penser à Je me souviens plus du une tout. liste de musique électro que j'ai vu l'autre jour qui ont déjà 10 ans. Il y avait Ouais, genre ça fait The mal. Night the Day de Avicii, il y avait Je sais. Calling. Je de sais, Sébastien j'en Gross. avais mis pour le 31. Je dis merde, c'est si vieux que ça. Ouais. Et là, je fais ah oui. Ça me fait plaisir de voir, vous découvrez que le temps passe. Parce que ouais, 10 ans, ouais. c'est rien en fait, ça passe Bah très oui. très vite. Il y avait Opus de Eric Prydz aussi, je crois. Enfin, je sais plus. Il y avait des vraiment Eric des. Prydz, c'est Opus, ouais, je crois, c'est 2014, 2015. Donc je crois que c'est pratiquement 2015 10 ans. Opus, mais Pratiquement c'était 10 une ans. autre, je crois, qui était hyper connue de lui. Enfin, Bah, t'en as eu beaucoup, t'as eu Piano, ça en 2008, t'as eu Call on Me, du coup, en 2004 Ouais. aussi. Enfin, là, c'était vraiment 10 ans. Tu dis, Ouais. ah ouais, Eh ouais. ça a 10 ans. Et Quoi. ouais. Eh ouais. Et quand tu regardes Dire Straits, bon voilà quoi. Oui, bon, ça va. Et du coup, Ismaël, Ah. retour parmi nous. Allons, oui, De allons. quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bah écoutez, j'ai. De Avicii, ça fait 10 ans du coup. Ouais. Non, pas encore. Mais non, bah écoutez, on va commencer avec une news sur David Guetta. Ah, il y a longtemps. Parce que bah, on a appris qu'il devrait être de retour au Tomorrowland 2024. Oui, j'ai entendu, ouais. Donc le plus grand festival électro du monde. Donc, mais ça paraît pas comme ça en fait, mais ça serait une première depuis le Covid, 5 ans après sa dernière participation en 2019. Du C'est coup. vrai, oui. C'est à souligner parce qu'avant cette fameuse pandémie, notre David National avait participé à la quasi-totalité des éditions de Tomorrowland depuis sa création en 2003. Donc il devrait enfin Oui. revenir. Ouais. Ah, je pensais qu'il était déjà revenu, moi. Tu vois, Même pas, ouais. assez Moi aussi, naïvement. moi pas que aussi, ça va j'aurais être pensé. Parce que Ouais. en 2003, c'est l'un des premiers en gros DJ qui a fait Tomorrowland ou pas? Tu te rappelles plus? Non, du je nom, pense qu'il n'y avait pas non que lui, mais enfin c'est juste pour dire que ouais, Ouais. Tomorrowland qui a Depuis été le créé début, en quoi, il 2003. était là de Ouais. base et après il est parvenu. Il avait quoi. fait quasiment Ah ouais. chaque édition et depuis le Covid, non. Bah, et tu vois, moi je pensais qu'il avait fait chaque édition. Moi. pareil aussi. Ah, Mais putain, non. comme quoi, Et hein. il s'était lassé, tu vois. Ouais, Ouais. Là il revient, bon, avec des reprises, mais il revient. c'est ça. Sinon, on parle souvent d'IA dans l'émission et j'avais peut-être déjà parlé à certains de Rainer Zonveld, un artiste techno connu pour faire des sets avec de la prod en direct. Le néerlandais adore les défis, il avait déjà battu le record du live set le plus long de l'histoire l'été dernier avec 11h et 11 minutes d'affilée. La vache. Sachant faire que ça bah, un jour, il pour la matinale. fait pas que mixer des morceaux quoi. Enfin, il a pas juste deux platines. Ouais, ouais. Ah non, il à prépare les enchaîner. sandwichs et la bouffe aussi. Ouais, c'est ça. C'est lui qui fait la buvette. Ah, 3 dogs pour les deux. tiens. Voilà. Non, le gars vraiment a tout un système de prod en direct où il a un séquenceur, une boîte à rythme et tout, et franchement c'est assez costaud. Et donc en tant qu'amateur de sciences et technologies, il vient d'annoncer une date en août prochain pour un live en collaboration avec un clone IA de lui-même. Ah ouais, c'est original. Ouais, et du coup donc c'est un modèle d'intelligence artificielle qui a appris plus de 2000 heures de sa propre musique Ouais. qu'il a produit ces 15 dernières années, ainsi que des centaines de ses performances live en fait. Ok. Et le clone va le faire disparaître et le remplacer. Bah peut-être. Non mais en vrai, je suis curieux de voir ce que ça peut donner et Bah, c'est intriguant, Comment- ça c'est sûr. ouais. comment il va Ouais. articuler ça quoi. Mhm. Donc on revient maintenant au patrimoine français de la musique électro. Justice qui Ah, va bah sortir oui. son nouvel album studio pour le printemps 2024 après plus de 8 ans d'absence du duo. L'annonce avait été faite il y a quelques mois par Pedro Winter, le patron du label Headbanger, Headbanger, ouais. et il avait même teasé un de leurs prochains titres lors d'un DJ set. Il y a Madeon aussi qui avait joué un de leurs titres pendant un live. Et là, le premier teaser officiellement communiqué par Justice est tombé le premier jour de 2024, avant d'en dévoiler un second 2 semaines plus tard, qu'on regarde tout de suite.
Justice. Ouais. hein. Puis Moi, on revient j'adore. même à l'ambiance de Cross, leur premier Ouais, album. ouais, ouais. Mais même le dernier album, moi je l'avais écouté quand ils étaient sortis, j'avais bien aimé. Ouais. Il y a une explication, enfin, il y a tout aussi long, 8 ans c'est long quand même. Ouais, ça commence à faire ensuite dans l'industrie actuelle. Bah c'est vrai, enfin d'un côté je dis ça, mais il y a beaucoup d'artistes comme ça, de l'électro français, qui ont fait des. qui ont dit. Enfin, Oui, qui on parle plus trop, ou. qui laissent des gros laps de temps Ouais, qui font d'énormes. Ouais, entre différents albums. Et donc sur ce titre qui s'appellerait One Night All Night, on reconnaît l'artiste australien Tame Impala en collab. En tout cas sur la voix et même sûrement la prod. C'est vrai parce que j'avais pas entendu l'extrait jusque-là et tu m'en avais parlé. On Ouais. entendait directement la C'est texture, clair. le timbre. Ouais. C'est intéressant la collab. Je trouve que Ouais. l'univers des deux. Ouais, je suis d'accord. C'est Ça va clair. très bien ensemble. ouais. c'est bien trouvé. Et donc comme à leur habitude, cette sortie d'album sera accompagnée d'une tournée et les deux Frenchies se produiront sur plus d'une vingtaine de festivals. Et donc en parlant de Justice et de Teasing, on continue avec eux puisque les stories récentes de The Weeknd sur Instagram ont fortement laissé penser qu'il chantera sur leur prochain album. La connexion entre eux a déjà été effectuée puisque le Canadien a utilisé Planisphère, un ancien projet de Justice, pour la bande-annonce de The Idol. D'ailleurs c'est pour ça je pense que sur les plateformes de streaming on voit l'album, l'EP Planisphère dans les dernières sorties, alors que c'est un truc qui était sorti il y a longtemps, 10-12 Ouais, ans je crois. ouais, ok. Et puis même, c'est pareil, l'univers entre The Ah oui, les Weeknd deux. et Justice. Oui, je pense c'est que les ça- mêmes, hein. ça se marie super bien, en Oui, ça fait, va hein. super bien ensemble. Ouais, hein, je pense, donc, ouais, ça va bien ensemble. Et sachant qu'en plus, The Weeknd, il a déjà un lien particulier avec les producteurs de French Touch. On pense à Daft Punk sur Starboy, Ouais. ou encore Geza Felstein ou Kavinsky, même à l'époque de Outrun. Oui, il y avait Kavinsky aussi, c'est vrai, ouais. Kavinsky, c'est un bon exemple de hiatus. Hein. Ouais, ça Oui, c'est vrai. lui, hein. c'est Ouais. clair que. Je sais pas combien il a mis entre les deux. Mais... Ouais. Il y a bien eu. 8 ans, ouais, aussi. Ouais, 6 ans, ouais. Il signe un truc pour avoir un hiatus de 8 ans entre deux albums qui marchent. Et enfin, côté musique, en général, Tom en avait déjà parlé l'an passé, SoundCloud serait toujours à vendre, et là pour 1 milliard de dollars Oh la maintenant. vache. Du moins, c'est ce que les actuels actionnaires souhaitent rafler après une année 2023 qui est la première à finir bénéficiaire. Et à en croire les rumeurs, le site au nuage serait sur le point d'être racheté par la radio SiriusXM, qui avait déjà investi 75 millions en 2020, conjointement avec Universal. Ouais, ça, c'est Ok. pas. Après, ça peut être très problématique Ouais. en fonction de ce qu'ils en font, parce qu'il Ouais, y a beaucoup de c'est ça, gens en fait. de créatifs, de créateurs indépendants qui servent de Mettre leur SoundCloud mixtape dessus. pour ouais. mettre là-dessus. Donc, Bah, c'est un peu leur boulot, hein, c'est leur gagne-pain. Hein, c'est mine de rien. exactement. Ouais. Donc, c'est un peu comme pour le rachat de Bandcamp. Faut Ouais, voir tout à ce que fait, ça ouais. devient. Faut Pour voir l'instant, si- ça n'a pas changé grand-chose, Ouais. mais ça va changer. Faut voir comment évolue la politique après. Quoi, Ouais, parce que c'est ça surtout peut, ça, ouais. Ça peut devenir totalement À différent. surveiller. Restrictif. Ouais. Et donc maintenant, on passe à la sortie ciné de la semaine. Ciao. Donc, C'est vrai, Ouais, c'est ça, ça fait vachement. Oui, penser je à Canal. bruite les jingles à la bouche. le jingle canal. Donc on parle cette semaine de Pauvres créatures, le dernier film de Yorgos Lanthimos, connu pour La Favorite et The Lobster. Dans ce film qui mêle à la fois science-fiction, comédie, romance, drame et fantastique, le réalisateur grec met en scène un joli casting composé d'Emma Stone, Mark Ruffalo ou encore Willem Dafoe. Maintes fois récompensé, on a droit ici à une réinterprétation fantaisiste et féministe de Frankenstein. On se regarde tout de suite la bande-annonce. Je vous présente Bella. Bella, je te présente Monsieur McCandles. Bonjour, Bella. Oh! C'est un sujet d'étude. Bonsoir. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Mais elle réalise des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement. Dites-moi, d'où vient cette jeune femme? Je vais vous le dire. D'autant qu'il s'agit d'une belle histoire. Je m'appelle Bella Baxter. Il y a un monde à explorer, à sillonner. C'est notre but à tous de progresser, de grandir. Une femme qui trace sa route vers sa liberté. Je trouve ça exquis. Aïe! Perso, ça m'intrigue beaucoup. Moi aussi.
Ah bah, oui, j'avais déjà vu. Un univers très particulier en même temps, ce réalisateur. J'avais déjà vu le premier trailer. J'étais un peu happé par les visuels. C'est la photographie magnifique. Ouais. C'est vrai. Et ils sont. Bon, en plus, j'aime bien tous les acteurs qui sont dedans. Clairement, Emma Stone, j'aime beaucoup. Et ce que je trouve assez extraordinaire, ça a été dit plusieurs fois, mais qu'ils arrivent à mettre autant de maquillage sur la tronche de Willem Dafoe et on le reconnaît. Comme ça aussi, à le défigurer et en même temps, on sait que c'est lui. Voilà, parce que des fois, il grime tellement, on dit c'est lui, d'accord. C'est assez génial. On dirait qu'il est en puzzle, mais c'est un peu comme Jim Carrey, j'ai l'impression. On retrouve toujours la même tête, Willem Dafoe. T'as beau mettre du maquillage, quelle carrière, on reconnaît à chaque fois. Quelle carrière, Willem Dafoe, c'est incroyable. Quel acteur. Ça va devenir un acteur vraiment, qui est devenu vraiment un acteur culte. Tellement il y a des rôles qui ont marqué. Et là, je me demande du coup, est-ce que lui aussi, encore une fois, est-ce que son personnage va avoir un twist et il va devenir méchant en fait Je sais pas, on va voir. On verra bien. C'est vrai qu'à part dans Platoon, limite dans tous les films, il devient méchant, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Ah oui, c'est le gentil, la gentille figure paternelle qui devient dingo. C'est souvent un petit peu ça. Puis en plus, c'est marrant parce que c'est un peu le truc à l'envers, parce que finalement, c'est le docteur Frankenstein qui est en morceaux, alors que c'est un morceau unique. On verra bien. Ça fait très Tim Burton aussi, comme c'est vrai, c'est un peu l'univers. J'aurais cru que c'était Tim Burton du coup, parce que ça ressemble beaucoup. Les polices d'écriture et tout, ça ressemble beaucoup. Ça fait plaisir quand même d'avoir des films un peu comme ça différents. On l'avait déjà dit pour Oppenheimer et Barbie qui proposaient autre chose que des films de super-héros. On va dire je suis contre, mais pas du tout. Mais c'est vrai des suites ou des remakes. D'avoir des choses visuellement différentes, c'est quand même sympa. Voilà, il y en a pas assez. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pas vraiment, enfin c'est en lien étroit avec le film, c'est que Emma Stone a joué dans Malcolm. Je sais pas si vous saviez. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans Malcolm, mine de rien. C'est un peu moins que dans La Croisière s'amuse. La Croisière s'amuse, je crois que tu as eu tous les acteurs des années 70. Absolument. Même 80, t'en as eu plein. Tous les acteurs des séries des années 80, tu les voyais dans La Croisière s'amuse. C'est un tremplin. Genre l'Imager, etc. C'est tout se passé dans La Croisière s'amuse. Voilà, donc un épisode de saison 7. Et voilà. Écoute, c'est assez cool. Voilà pour moi, pour cette petite chronique musique ciné. Puis c'est marrant de voir quand même Gwen Stacy et puis le Bouffon Vert dans le même film. Oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est rigolo, avec Hulk en plus, donc c'est très bien. C'est vrai que c'est un peu le bordel. On montre surtout que les acteurs sont un peu les mêmes à Hollywood. Oui. Je vais compléter ce que tu dis sur The Weeknd, ce que vous avez peut-être appris la nouvelle cette semaine. Blinding Lights vient d'atteindre les 4 milliards de streams sur Spotify. C'est un truc de dingue. Donc un record, tout simplement, sur la plateforme. Et bien sûr, il a commencé à teaser son 6e album, supposément le 3e et dernier de la trilogie initiée avec After Hours et Dawn FM sorti il y a 2 ans. Il a également retweeté un post avec un visuel, alors je vais du coup un peu redire. Est-ce que tu sais quand il sort l'album? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a WrestleMania dans 2 mois. Le connaissant, il y aura, je pense, la musique de WrestleMania, ça sera lui qui va la faire comme tous les ans. Peut-être. Parce que ces 5 dernières années, c'était lui. C'était lui, oui, bon. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des pistes pour le prochain album, puisque quand il a retweeté l'un de ses posts, il a mis un visuel qui mentionne Pain, Regret et Rebirth, qui sont en gros les 3 thématiques de l'album. Donc on pourrait attendre un album plus optimiste après un album obscur, puis au Purgatoire, qui était encore très sombre avec Dawn FM. Peut-être qu'on arrive à une sorte de renaissance, non pas à la Beyoncé, mais mais à la Joe Weeknd. Le plus positif. Et apparemment ça pourrait s'appeler Afterlife. After Hours pour le premier, Afterlife, pourquoi pas. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un indice dans l'une de ses musiques dans Dawn FM qui s'appelle Every Angel is Terrifying. Dans cette musique, il y a une pub dans la vidéo où il y a marqué Afterlife, un endroit. Ça pourrait parler d'un lieu. Moi, ça me fait penser forcément à Cyberpunk. Ah oui. L'Afterlife. Ah bah oui. Oh non, monsieur des rêves de geek. Oui. Pour une fois, c'est pas toi qui le sors. On boucle la boucle. Donc à voir, on en saura plus avec le temps. C'est une sacrée année en termes de sorties. Il y a Dua Lipa qui revient, il y a Ariana Grande là, qui est revenue avec un titre House. Il y a Jennifer Lopez qui revient, il y a The Weeknd. Enfin, ça va être une année très chargée. Lady Gaga devrait également revenir. Donc c'est vraiment une année full pop. Peut-être même Billie Eilish. Ça me fait d'ailleurs, je repense vite fait à la vidéo tout à l'heure. Emma Stone me fait énormément penser à Billie Eilish dans ce film. Je sais pas pourquoi, elle a une tête un peu comme elle. Bon, un peu chelou. Pourquoi pas. On arrive à la fin de cette matinale, les amis. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours le plein de contenu. J'ai pas pu faire mes chroniques, moi, du coup. Ça fait 2 fois. Et en plus, c'était le mec qui est recalé. Le mec qui est recalé à chaque fois. Bon, allez, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine et on espère avec un temps un petit peu plus joli. C'est mal barré. Allez, bon week-end tout le monde.